Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble la revue du nouveau livre d'armée pour les Sylvanettes. Nouvelle proposition de l'éditeur. Point positif comparé au Daughter of Kain, la vidéo que j'ai pu faire avant, nous avons ici une modification importante de la manière dont vous allez jouer Sylvanette. Donc tous les joueurs de Sylvanette, vous pouvez mettre au placard tous ces souvenirs, cette manière de jouer, car là on écrit tout à zéro. Point positif pour les joueurs qui sont, on va dire, des vétérans, car une nouvelle manière de jouer est en approche. Et pour les nouveaux qui avaient commencé Sylvanette il n'y a pas longtemps, va falloir tout réapprendre. Mais en tout cas, pour moi, je considère que c'est une bonne chose. Nous avons pu regarder le BT de Daughter of Kain. La façon de jouer des Daughter of Kain n'a strictement pas changé et je considère que c'était un point négatif car depuis la V2, on joue de la même manière de Daughter of Kain et c'est assez triste. Il est vrai que j'ai dit aussi beaucoup de bêtises suite à mon engagement un peu émotionnel au niveau du BT des Daughter of Kain. Cette fois-ci, on va prendre le temps de s'appliquer et de tout regarder correctement. Allez, on est parti. Donc, comment on joue Daughter of Kain? Daughter of Kain, aujourd'hui, vous allez avoir comme première règle d'armée The Creeping Overgrowth. Cette règle-là vous dit que vous allez mesurer donc ce Creeping Overgrowth à partir de chaque élément de décor. Donc là, on ne parle pas de décor de faction, mais de décor globalement. Donc vous savez, sur un champ de bataille, vous avez 8 éléments de décor sans les décors de faction. Et donc chaque décor qui va posséder le mot-clé Overgrowth, ou le token, voilà, on va dire qu'il est souillé pour faire simple. Vous allez mesurer à partir de celui-ci une portée, et donc des effets vont s'appliquer par rapport à la portée. Cette portée, comme vous pouvez le voir avec le tableau, est relatif à nombre de tokens que vous avez. Donc quand vous avez entre 0 et 2 éléments de décor qui a un token Overgrowth, vous allez mesurer à 6 pouces. Quand vous avez entre 3 et 5 tokens, c'est 9 pouces, 6 et 8 tokens, c'est 12 pouces, et 9 tokens ou plus, c'est tout le champ de bataille. Certaines capacités, du coup, vont se mesurer à la valeur ou entièrement à selon les situations. Donc ça, c'est le premier point. Donc, vous faites le setup avec votre armée, avec votre adversaire, et vous expliquez que certains éléments de décor vont avoir ces tokens, et par rapport à ces tokens, des effets vont se placer. Maintenant, vous avez aussi une deuxième règle, donc le Endless Growth, qui est similaire à ce que Sylvanette faisait déjà. On vous dit que once per turn army and infinite turn, donc à la fin de n'importe quel tour de joueur, une seule fois, vous allez appliquer cette règle. Vous allez prendre toutes les unités Sylvanette qui sont entièrement à la valeur de Creeping Overgrowth pour être la cible, rouler un D3 et appliquer l'un des effets suivants. Soit vous soignez la cible de X étant la valeur de votre dé, donc ce n'est pas un 2 plus D3, c'est le bon D3, donc vous allez soigner de 1, 2 ou 3 points de vie vos unités Sylvanette. Et si jamais il n'y a pas de soin appliqué, vous allez return, donc ranimer à la vie, des modèles avec cette caractéristique de votre D3. Donc globalement, une très bonne règle. Pourquoi? Parce qu'en fait, anciennement, le soin s'appliquait principalement aux monstres ou aux unités multi-PV. Là, avec un D3, vous comprenez que vous n'allez pas pouvoir ramener à la vie des choses qui ont 4, 5, 6 PV. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour les unités mono-PV qui avant ne bénéficiaient pas de cette armée, notamment les dryades, ou les unités qui ont 2 PV. Là, vous avez une chance sur 2 de ranimer à la vie un modèle, et les dryades d'en ranimer 3 maximum, entre guillemets. Donc une bonne règle, toute votre armée va en profiter, du soin de manière récurrente quand vous êtes entièrement à une valeur. Globalement, le 0,2, vous allez vite l'excéder, et je pense que vous allez passer la plupart du temps entre 9 et 12 pouces. Si vous arrivez à faire le 9 éléments de terrain tout le champ de bataille, là vous allez être les rois du pétrole, car beaucoup d'effets vont s'appliquer à ce moment-là. Ensuite, vous me dites, ok, comment on fait pour donner des overground tokens? Eh bien, c'est très simple. Les overground tokens vont se donner principalement avec vos décors de sous-faction. Pour les joueurs Sylvanette nouveaux, c'est le décor de faction, là, vos 3 arbres. C'est une modification importante parce que anciennement, vous aviez la possibilité de jouer, en tout cas, soit vos arbres en mono, en une pièce, soit en demi-cercle, ou en cercle en forme d'œuf avec 2 éléments, soit sur un cercle parfait avec 3 éléments. C'était assez contraignant pour les joueurs Sylvanette, car vous deviez transporter une mallette avec plein d'arbres. Selon les versions, notamment V2, vous pouviez monter, je crois, à 9 arbres. Du coup, c'était un peu casse-couille. Aujourd'hui, c'est simplifié. Un arbre, une forêt, c'est un arbre. Du coup, quand vous achetez votre kit avec les 3 arbres, ou quoi, votre kit avec les 3 modèles, vous avez du coup 3 arbres. C'est très très bien pour les nouveaux joueurs, c'est très bien pour les joueurs Sylvanette, vous n'avez pas besoin de vous trimballer une myriade de figurines un peu inutiles. Cependant, pour tous les joueurs qui avaient
3, 6, 9 forêts, bon bah malheureusement, vous allez pouvoir vous en servir comme kit bâche pour faire passer le temps, l'été, le soleil, ce que vous voulez, mais dans les faits, c'est un peu des unités qui sont perdues. C'est un point positif pour le jeu, parce que ça fait moins à dépenser pour les nouveaux joueurs, moins à trimballer, mais il est vrai que c'est chiant. Si demain en V5 on retourne sur un système avec plus d'arbres, bon, en tout cas, voilà, c'est dit. Maintenant, comment on place vos arbres? Eh bien, l'arbre, vous allez le placer comme un déploiement dans votre champ de bataille, plus que X, blablabla, ça on sait faire. Et vous allez pouvoir, du coup, en phase de héros, One Spartan Army, Your Hero Phase, on vous dit, s'il y a moins de 3 arbres sur le champ de bataille, vous allez pouvoir setup, donc placer un arbre n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 3 des objectifs, c'est normal, les objectifs, vous savez que c'est un rond, et 3 pouces autour, c'est l'objectif lui-même, donc pas sur un objectif. 3 pouces des ennemis, et à plus de 12 pouces d'un autre arbre, ceci est important. Et à plus de 1 pouce des autres éléments de décor. Donc globalement, vous êtes assez libre dans le positionnement, parce que vous allez le placer qu'une lune, à peu près où vous voulez, à plus de 3 des adversaires pour pas les engager, entre guillemets, et à plus de 1 des autres éléments de décor, là, rien d'exceptionnel. Ce qui vous fait que dans le gameplay Sylvaneth, vous n'avez plus besoin d'avoir des sorciers pour lancer des arbres, rater, vous les faire dissiper. Vous fonctionnez avec des arbres et vos arbres sont automatiques. C'est un point très très important, je trouve, pour tous les joueurs Sylvaneth. Et la manière de jouer Sylvaneth, c'est plus simple, moins contraignant. Et en dernière règle, vous avez un once per turn, start of any turn. Vous allez pouvoir choisir une unité ennemie within, donc à portée de cette overgrowth token, et du coup appliquer l'effet suivant. Pour le reste du tour, cette unité, la première fois qu'elle va vouloir utiliser un point de commandement, si elle n'est pas entièrement à 12 d'un héros, il va falloir dépenser un deuxième point de commandement pour pouvoir utiliser la capacité. Ça peut sembler anecdotique, mais globalement, c'est une règle qui est assez forte. Votre adversaire, et je trouve qu'elle est plutôt bien écrite dans le positionnement, parce que c'est en début du tour, donc votre adversaire connaît la malédiction, il peut jouer avec son armée en sortant des portées des overgrowths. Si vous avez 2, c'est 6, et ainsi de suite, 9, 12, donc entre guillemets, essayer de naviguer autour. Et surtout, il est contraint par un effet qui est très fort de devoir payer 2 PC, vous ça vous coûte rien. On sait qu'en luminette, cette capacité est déjà présente, mais c'est un sort à lancer qui est assez difficile, entre guillemets. Et par contre, il a un levier, il doit avoir un héros entièrement à 12. Beaucoup d'armées ont des systèmes entièrement à 12 pour respecter des buffs, des auras, des choses comme ça. Donc globalement, ce n'est pas une règle non plus qui semble exceptionnelle. Cependant, vous avez pas mal d'armées qui, une fois les buffs appliqués, quand vous commencez à faire des mouvements, des charges, des peelings, vous allez sortir finalement de ces entièrement à 12 et donc potentiellement perdre cette capacité d'utiliser un PC, un défense en règle, un enfoncement ou que sais-je. Donc c'est quand même une petite épine dans le pied qui va forcer l'adversaire à jouer d'une manière différente, éviter les overgrowth tokens, tout en devant être contraint à jouer entièrement à 12 d'un héros. Honnêtement, je trouve cette règle plutôt bien écrite entre le coût qu'elle peut avoir et l'application de cette dernière. Nous allons maintenant regarder le Awaken Waywood, le profil de votre forêt, avant de continuer les autres règles. Donc 8 PV save à 4, vous n'avez plus de ward dessus. Regardez, hop, en bas, il n'y a pas de ward. Donc vos forêts deviennent des éléments qui sont quand même très fragiles. Donc faites attention à l'endroit où vous allez le mettre. Vous avez quand même des mots-clés assez importants. Cover, instable, obscuring. Donc cover, vous allez pouvoir avoir le -1 touche quand un vecteur d'attaque passe derrière cette forêt. Vous avez compris, vous pouvez plus faire des ronds avec vos forêts. Donc, plus difficile d'avoir le cover, mais ça reste quand même possible, notamment au tir. Instable, vous ne pouvez pas finir sur les racines supérieures à 1 pouce. Et obscuring, très très important, vous allez pouvoir donc mettre finalement vos unités entièrement within à 1 pouce de vos forêts pour ne pas être visible. Donc entre les places de pouvoir et vos forêts à vous, globalement, vous allez gagner une manière de vous cacher. Attention, si vous installez du coup vos forêts dans le territoire ennemi, votre adversaire va pouvoir aussi bénéficier de ces mots-clés. Et donc je vous dis ça parce que vous voyez, c'est bien écrit, un node designer. Pour les règles des Awakened Waywood, a single tree miniature with a crescent chart base. Voilà, donc une forme de croissant. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a qu'un seul arbre. Qu'est-ce que nous dit ce tronc d'arbre? Donc, vous allez avoir une première règle qui est un passif qui vous dit que when this feature terrain is set up, donc quand vous placez
sur le terrain votre arbre, vous allez gagner un Overgrown Token. Donc globalement, au déploiement, vous en avez un. Votre première phase de héros, vous en allez en mettre un deuxième, vous êtes à 2. Donc vous allez tout de suite avoir ce Within 6 de vos arbres. Ensuite, vous avez un once par battle round, start of the battle round. Donc ça, c'est une seule fois. Par contre, ce n'est pas army. Donc ce qui veut dire que chacun de vos arbres va pouvoir, une fois par bataille, appliquer cette dernière. Ce qui fait que si votre adversaire détruit vos arbres et que vous en invoquez des nouveaux, vous allez pouvoir refaire cet effet, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous dit cette règle? On va vous demander de choisir l'élément de terrain le plus proche de l'arbre, qui n'est pas contrôlé par votre adversaire, et qui n'a pas un mot-clé Overgrown Token, pour lui donner un Overgrown Token. Donc, déploiement, vous posez votre arbre, start of the battle round le premier, votre arbre va choisir un élément de décor, et vous allez lui donner un token, donc vous allez commencer la bataille avec 2 tokens. Phase de héros, vous allez poser un arbre, attention, l'arbre en question ne pourra pas contaminer un autre élément, il va falloir attendre le début du tour suivant. Donc peut-être que jouer Sylvaneth au T1, il va peut-être falloir, ça va être une stratégie pour limiter le nombre de pauses, jouer en deuxième peut-être plus pertinent, comme ça au début du tour suivant, l'arbre que vous avez invoqué pourra utiliser sa capacité de contamination et contaminer un autre décor. Si votre adversaire le détruit, vous aurez finalement que l'arbre chez vous et l'élément contaminé, ou là où vous allez à votre phase de héros invoquer votre arbre, peut-être l'invoquer assez loin pour pouvoir contaminer un élément de décor au début du tour 2, sans que votre adversaire puisse globalement vous le casser. Et vous avez une troisième règle qui est classique sur vos arbres, qui vous dit qu'en phase de combat, vous choisissez un arbre. Attention, c'est One Spartan Army, donc c'est pas tous les arbres qui le fait. Vous allez prendre toutes les unités ennemies à 3 pouces et sur un mauvais D3, 2 plus D3, faire des blessures mortelles. Globalement, c'est pas mal, parce qu'avant c'était une unité ennemie, maintenant c'est toutes les unités, donc ça peut faire des blagues. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est transcendant, mais globalement, ça reste un outil intéressant. Donc, on comprend que en état, la manière dont vous allez de contaminer des décors va être globalement lente, mais si vous arrivez à bien piloter la manière on va dire sur l'organisation des tours pour pouvoir être deuxième joueur la plupart du temps et poser votre arbre et au début de tour contaminer, globalement au tour 3, vous pouvez déjà avoir, on va dire relativement facilement, 6 tokens. Et du coup, 6 tokens, vous voyez que vous êtes à 12 pouces, et 12 pouces, ça commence entre vos arbres, vos décors souillés, à avoir une triangulation de la table quand même très importante. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous avez 2 règles supplémentaires qui chacune utilisent un point de commandement. Vous le voyez notamment grâce au petit symbole en forme de losange. La première, c'est Fury of the Forest. C'est pendant la phase enemy combat phase. Vous allez pouvoir choisir Pick a Friendly Unit Sylvaneth, qui est entièrement dans la zone de corruption, et qui est en combat avec un ennemi seulement. L'unité en question Sylvaneth aura Strike First. Donc un bon outil pour vous donner Strike First en premier, pour un point de commandement quand vous êtes dans vos bulles. Vous allez respecter vos bulles, ça sera assez facile d'être dans vos bulles. La difficulté, c'est que votre adversaire, s'il ne souhaite pas que vous ayez le Strike First, va vous engager au maximum avec 2 unités. Ou plus, bien sûr. Mais si jamais il ne vient que tout seul, s'il rate des charges, cet outil qui est dans votre besace est quand même un outil assez fort, car le Strike First sur vos unités, vous verrez que vos unités sont quand même assez violentes. Et donc, ça va faire réfléchir à beaucoup d'adversaires. Si je rate ma charge, si je réussis ma charge, voilà, beaucoup de choses rentrent en considération. C'est globalement un bon outil qui, dans les premières parties, je pense, va surprendre pas mal de joueurs. C'est aussi un bon outil avec toutes les armées qui ont pour vocation de vous envoyer des missiles. Par exemple, Daughter of Cain, vous avez tout buffé une unité, l'envoyer au casse-pipe, contre Sylvaneth, ça va être compliqué. Si vous avez des gameplays un peu comme Sylvaneth pouvait avoir avec The Scourge of the Giran, à savoir full buff des unités de libellule, les envoyer au casse-pipe, pareil, là vous avez un outil pour vous défendre. C'est, je trouve, assez bien équilibré. Ce n'est pas un Strike First débile, il y a des conditions, ça va dans, on va dire, le bien-être du jeu.
Et la deuxième capacité que vous avez, c'est End of your turn, donc la fin de votre tour. Pour un point de commandement, vous allez pouvoir du coup remonter à la vie une unité non-héros, Revenant Infantry ou Dryad. Donc ce sont des mots-clés encadrés, principalement donc, votre infanterie, votre pied-taille. Vous allez pouvoir setup, du coup, ramener à la vie moitié d'effectifs, entièrement on the creeping overgrowth, donc votre zone de corruption, et à plus de 9 des ennemis. Un classique, c'est relativement un bon outil parce qu'un peu à l'instar des, comment ça s'appelle, des Skaven qui font ça avec leur New Hall, là, une fois que vous avez corrompu un décor, même si votre arbre est détruit après, votre adversaire sait que vous allez pouvoir ramener à la vie certaines unités. Ce ne sont pas les unités peut-être les plus fortes du BT, mais en tout cas, rentrer une ou deux unités, un peu à l'instar des Soul Blight, propager cette corruption et refaire monter des unités, récupérer des objectifs, rentrer des tactiques de bataille, ainsi de suite. C'est un bon outil. Le coût 1 PC est équilibré par rapport à l'ensemble des BT. Aujourd'hui, toutes les armées coûtent 1 PC pour ramener à la vie. Donc c'est global à la V4, de bonnes règles. Alors maintenant, nous allons passer aux sous-factions. Donc sous-factions, 4 sous-factions comme d'habitude. La première, du coup, est un passif qui vous dit que quand vous allez appliquer la règle Creeping Grid, qui vous dit que les unités sélectionnées doivent payer un PC supplémentaire pour pouvoir utiliser un ordre si jamais elles ne sont pas entièrement à 12 d'un héros, et bien maintenant, ça va passer entièrement à 6 d'un héros. Je trouve cette sous-faction intéressante dans le gameplay parce qu'en fait vous allez améliorer un de vos traits de bataille. Dans l'idée du jeu, c'est cool. Je ne sais pas cependant si c'est quelque chose que vous allez souvent prendre en solo. Peut-être quelque chose qui s'oriente plus pour de l'équipe. En tout cas, à tester si cette sous-faction a assez de saveur pour pouvoir embêter votre adversaire. Mais quand on commence à être entièrement à 6 d'un héros, il y a des unités qui vont avoir beaucoup de difficultés à faire ça. Et bien piloté avec un joueur d'expérience, je pense que cette sous-faction va occasionner des maux de tête à pas mal de joueurs, de difficultés à utiliser vos PC. Et certaines armées sont très PC-vor et peuvent mettre dans des situations très compliquées certaines armées. La suivante, c'est un peu un reliquat de ce qu'on avait pu avoir chez Sylvanette. Elle vous dit que quand vous allez faire votre soin en fin de tour, si l'unité sélectionnée est un monstre, au lieu de soigner de D3, vous soignez de 3. Très bonne sous-faction si vous jouez des monstres, c'est de la sustain classique, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste orienté par rapport à un list building particulier. La suivante est un peu plus situationnelle, elle se passe à votre phase de héros, vous allez choisir une unité Sylvanette, et quand cette dernière est entièrement à 12 du seigneur de guerre de votre adversaire ou du War Master, vous allez avoir un +1 touche. Pour les target attack, donc ça prend à la fois le tir et la mêlée, parce qu'on ne parle pas de combat attaque. Globalement, c'est une bonne règle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le attaque en règle vous dégrade de 1 la sauvegarde. Est-ce que l'attaque en règle va rester dans l'avenir? On ne sait pas. Donc là, vous avez un +1 touche qui est bon. Il n'y a pas grand-chose à dire ça. La difficulté, ça va être d'être entièrement à 12 du général ennemi ou du War Master ennemi. Il y a certaines armées, ça sera très facile. Certaines armées ont un seigneur de guerre qui n'est pas spécialement leur War Master parce qu'il peut y avoir plusieurs War Masters. Cependant, la gestion des mots-clés peut être un peu chiante vis-à-vis des constructions des adversaires, ou même dans une situation où c'est peut-être pas possible. Si vous avez un petit héros Skaven qui est planqué au fond de la table et que vous devez vous mettre entièrement à 12 de ce dernier, ça peut être très compliqué. Donc pareil, je dirais que c'est plus une sous-faction basée sur l'équipe qui peut faire des blagues, mais qui en solo est un peu plus à géométrie variable. Et la dernière, qui est un peu plus, je pense, passe-partout et que beaucoup de joueurs Sylvanette utiliseront, c'est une One Spartan Army Any Hero Phase, donc c'est important de préciser que c'est à n'importe quelle phase de héros, qui vous dit que pour chaque pour chaque forêt Sylvanette ou unité Sylvanette qui ont été détruits au previous tour, donc au tour d'avant, vous pouvez choisir un nombre d'unités Sylvanette éligibles à ce nombre et lui ajouter 1 aux attaques caractéristiques des armes de mêlée. Donc, on comprend que votre arbre, vous le positionnez un peu en fond de cours pour pouvoir faire une corruption. Si votre adversaire le détruit, va vouloir le détruire parce que vous allez commencer à corrompre toute la table, vous allez donner une unité
plus une attaque. Si vous avez des écrans, des dryades qui contestent des objectifs, quand elles meurent, et ben pareil, peut-être 1, 2 unités avec plus une attaque, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que vous pouvez ramener à la vie certaines unités. Vous savez que vos arbres, de toute façon, vous allez en ramener à la vie, un peu à l'instar de ce que fait Dark Apollo Tinch. Et globalement, cette accumulation, cet ensemble, fait que votre adversaire va devoir choisir. Attention, tout ce que je vais détruire, je vais booster le fer de lance de l'adversaire. Donc, est-ce que je le détruis, est-ce que je le détruis pas? Je trouve que cette sous-faction, à part celle du soin, est la plus stable et c'est celle qui va poser le plus de problèmes à votre adversaire. Donc mon cœur irait vers Glade Defensor que je trouve relativement plus stable que les autres. Ensuite, les traits héroïques, 3 comme toutes les sous-factions, toutes les sous-factions comme toutes les armées. Donc on va regarder ce que donnent ces derniers. Alors là, le premier, c'est un once par battle, donc une seule fois par partie. Donc quand ça commence comme ça, déjà on n'aime pas trop parce que souvent c'est de la merde. Hein. On vous dit à la phase de héros ennemi de choisir un ennemi visible. Donc là, ça commence déjà par le bourbier. Une fois par bataille, pique un visible ennemi héros. Donc si dans une place of power, si dans l'obscurance, si dans n'importe quoi, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est un peu chiant. Vous allez réduire par 2 le mouvement de caractéristique de votre adversaire pour le reste du tour. C'est très, très compliqué, je trouve, comme artefact à vouloir valoriser. Les conditions sont visibles, c'est une fois par bataille. Votre adversaire, vous allez réduire son mouvement jusqu'à la fin du tour, c'est plutôt une bonne chose si jamais vous jouez contre Gargan, parce que ce dernier va bouger de la moitié. S'il arrive à charger, qu'il veut faire un enfoncement, il bougera que de sa moitié. Mais ça reste quand même quelque chose qui était assez limité, notamment avec les mots-clés et la condition visible. À moins que votre héros ait vraiment besoin ce tour-ci de courir pour prendre un objectif ou faire je ne sais quoi, votre adversaire va pouvoir, dans son plan de jeu, on va dire, piloter autour. Heureusement que c'est en ennemi hero phase, du coup, ce dernier a fait tous ses buffs, a fait son plan de jeu dans sa tête, et donc vous allez venir lui casser, entre guillemets, son plan de jeu. Mais je suis pas très très fan de celui-ci. Ça reste ok, mais une fois de plus, peut-être plus qu'en équipe qu'en solo, à réfléchir. Ensuite, vous avez le Spell Singer, donc qui est un reliquat des anciens VT, qui vous dit que si le porteur de ce trait de co est un sorcier, vous ajoutez 1 au casting roll pour ce dernier, et si ce n'est pas un sorcier, vous pouvez unbind comme un sorcier de niveau 1. C'est très bien. Précédemment, on vous demandait d'être à portée d'une forêt, là c'est plus le cas, donc vous êtes autonome. Avoir +1 sur le lancement des sorts, c'est très fort. Je pense que c'est un peu l'outil qu'on ira chercher tout le temps, qui passe partout, et qui est relativement bon. Et le troisième, qui est une once par battle your movement phase, donc relativement facile à setup. On vous demande que l'unité qui porte le trait héroïque soit entièrement à la creeping zone de votre aide bataille, donc entièrement à 6, entièrement à 9, entièrement à 12, entièrement sur tout le champ de bataille, et de choisir une unité sylvanette différente de lui qui est en combat range, donc aujourd'hui à 3 pouces, ce combat range peut évoluer dans l'avenir à 1 ou 6, on verra plus tard. Et du coup, vous allez remove the target, donc retirer les unités du champ de bataille et les setup entièrement à la creeping zone et plus de 9 de vos adversaires. C'est très intéressant de pouvoir téléporter à 9 le héros en question et une autre unité sylvanette. Ce n'est pas encadré à non-monstre, non-héros, c'est juste une autre unité sylvanette. J'ai du mal à valoriser celle-ci par rapport à la capacité que donne le plus un cast, parce que vous allez vouloir envie de lancer vos sorts, mais ça reste une FEP une fois par partie qui est garantie à 100%, qui selon le manuel du général en question, l'évolution du jeu, va vous permettre de vous téléporter de manière fiable. Globalement, je la trouve bonne. Si vous ne savez pas quoi prendre, prenez le Spellsinger, le Realm Groove Fruit est très bon aussi, et le Spirit of the Dark Forest un peu plus anecdotique. Alors, les artefacts of pouvoir, donc nous en avons 3. Le premier, la Seed of Rebirth, qu'on connaît depuis longtemps. On vous dit que quand votre héros qui porte cet artefact va mourir, avant de le retirer du champ de bataille, vous lancez un dé sur 3+, vous n'êtes pas détruit, vous restez sur le champ de bataille, les dégâts qui devaient vous être alloués sur l'unité qui vous avez sélectionnée sont supprimés, et vous soignez D3. Donc si vous êtes engagé avec plusieurs unités et que vous mourrez et qu'après il y a d'autres unités, on pourra quand même vous tuer. Mais si vous prenez un bus, c'est pas mal de revenir à la vie, de pouvoir protéger un petit sorcier, d'empêcher votre adversaire peut-être de scorer une tactique de bataille de Master of the Past, tuer un héros.
C'est un bon outil, c'est juste sur du 3+. Il y a des héros Sylvaneth qui ont beaucoup de PV, qui sont costauds, les thrillers d'anciens, ces choses-là. Donc un bon outil à ce niveau-là. Le deuxième vous dit qu'en phase de combat, une seule fois par bataille, vous allez choisir un ennemi à 6 pouces du porteur de l'artefact et qui est visible. Donc attention aux occurrences de mots-clés. Normalement, vous êtes engagé avec lui ou pas trop loin, ça devrait le faire. Et pour le reste du tour, l'unité ennemie que vous avez sélectionnée, donc qui est à 6 pouces du porteur, les unités compagnons auront plus un dommage pour les unités Sylvaneth qui attaquent cette cible. Donc là, c'est très bien, plus un dégât pour les compagnons. Ça va vous demander une construction de liste spécifique. Vous savez que votre porteur, s'il part en fer de lance avec une unité qui a le mot-clé compagnon, hop, on clique, plus un dégât, et vous fracassez l'unité en question. Une once par battle, ça se comprend complètement. Pareil, un bon artefact, c'est seulement basé sur votre construction de liste, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et la dernière est aussi intéressante, on vous dit qu'à la fin de n'importe quel tour, si des dégâts ont été alloués par le porteur de cet artefact sur des combats attaques, donc combat attaque c'est mêlée seulement, vous allez pouvoir du coup soustraire 1 au jet de sauvegarde pour la cible pour le reste de la bataille. Et vous pouvez même le faire si l'unité a été détruite pendant l'engagement. Vous chargez, vous combattez, vous faites un dégât à l'unité, cette unité vous tue en retour, vous la sélectionnez, moins un save pour le reste de la bataille. Globalement, je ne sais pas si celui-ci va rester en état ou s'il sera fac, pour un once par battle, je ne sais pas. Moins un save, c'est globalement très fort. Si votre unité combat sur plusieurs tours, vous allez pouvoir le faire sur plusieurs ennemis. Même si vous mourrez, c'est pas grave. Je le trouve très très fort. Il n'y a pas grand chose à signaler. Si votre adversaire, bien sûr, bloque tous vos saves et toutes vos wards et tous ses wards, bah c'est dommage. Mais le delta que peut créer le moins un save est quand même très très violent. On a l'habitude d'avoir ce genre d'artefact au trade co, soit sur un jet de dés, soit une once par battle. Là, vous allez potentiellement pouvoir, je sais pas, si vous faites 3-4 teamfights avec 3-4 unités différentes, faire ça sur une grande partie de l'armée adverse, globalement, c'est l'un des meilleurs, quoi, je trouve le meilleur avec le site de Freebird, selon vos constructions de liste. Donc, 3 bons artefacts, en tout cas, à prendre en considération dans vos list building. Alors, après, nous allons passer au spell lore. Donc, 3 sorts. J'aurais aimé 2 domaines, mais malheureusement, c'est pas le cas. Le premier qui est en illimité, qui sont sur du 6. On vous demande de prendre un sorcier Sylvaneth, de prendre une unité Sylvaneth entièrement à 12 de cette dernière. Et vous allez ajouter un plus un bless. Plus un bless qui affecte même les compagnons. Donc, sur du 6, c'est très bien. Sylvaneth veut combattre. Sylvaneth, par nature, sont des elfes, donc vous blessez à 4. Toutes vos unités ne blessent pas à 4, mais un plus un bless en illimité. Beaucoup d'armées aimeraient avoir ça. C'est un très bon sort, surtout qu'en plus ça affecte même les attaques des compagnons. Donc, que demande le peuple? Je peux vous dire que Iron Joe est très triste de voir ça. Ensuite, la suivante sur du 6, on prend un sorcier, une unité Sylvaneth entièrement à 12 de sorcier, et si vous réussissez à lancer votre sort, pour le reste du tour, donc attention, ce n'est pas jusqu'au début de votre prochain tour, donc vous ne pourrez pas faire des redéploiements contre-charge, mais ça reste fort, l'unité aura course et charge. Donc pareil, course et charge, c'est un très bon sort. Est-ce qu'on aurait aimé l'avoir en illimité? Peut-être, mais en tout cas, pouvoir donner cette opportunité à l'armée, c'est très bien. Vous avez perdu la capacité avec Beltanos de donner course et charge, vous la récupérez ici. Pas grand-chose à dire, sur du 6, c'est très bien. Et la suivante, ça se lance sur du 5, on vous demande de choisir une unité ennemie à 18 pouces du porteur, donc 18 ça fait une bonne zone, et jusqu'au début du prochain tour, de votre tour, la cible en question ne peut plus utiliser de run ability et moins 1 charge pour la cible. Donc globalement, pas de run ability, c'est-à-dire pas de redéploiement. Les unités qui ont course et charge sont complètement cassées. Il y a d'autres capacités dans le jeu qui vous demandent une run ability. Pour du 5, c'est très très bon. Hein. Si vous avez le bon artefact, ça passe sur du 4. Il n'y a pas grand-chose qui vous pose problème à ce niveau-là. Plus d'un bless pour combattre, run and charge sur une unité, et au pire, vous pouvez dégraisser au tour adverse l'unité adverse qui va vouloir vous impacter. Avec un moins 1, ça reste du 6, c'est pas non plus déconnant, donc un bon domaine de sort. Maintenant, domaine de prière, quelque chose qui n'existait pas chez les Sylvaneth, vous gagnez ceci. Vous me dites, mais qui sont les prêtres dans l'armée? C'est très simple, c'est le Baladin et le nouveau héros, son prêtre.
donc des nouvelles opportunités pour les joueurs sylvanettes. Vous allez pouvoir aussi apprendre à détester les prières parce que les 1 sortent toujours au pire moment. Donc la première en illimité qui se lance sur du 4, c'est une grosse valeur pour une prière. Par contre, elle a une portée qui est très intéressante. On vous demande de prendre un prêtre pour chanter cette dernière et de choisir une unité sylvanette qui est entièrement à 12 du prêtre ou entièrement à la Creeping Overgrowth Zone. Donc globalement, vous allez avoir des prières lancées très loin sur la table selon la corruption de cette dernière. C'est vraiment un point positif pour les récitations de prières qui peuvent être relativement compliquées à garder vos bulles par rapport à une armée qui a besoin de porter le combat. Donc sur du 4, vous réussissez votre prière et on vous dit jusqu'au début de votre prochain tour, -1 pour être blessé par les attaques qui ciblent votre unité. Donc c'est -1 tir et combat. Donc globalement, c'est plutôt fort. On sait que tous les archers du jeu en globalité touchent à 3, blessent à 4. Donc là, blesseront à 5, ça vous donne un bon avantage par rapport aux unités archers. Et les unités combattantes, -1 blesse, ça reste très fort comme outil. On sait que le -1 touche est dévastateur, mais le -1 blesse, ça casse pas mal de stats. Si jamais vous faites un jet de 8+, sur votre prière, donc comment on fait 8+, en accumulant vos jets de prière, vous n'êtes pas obligé de les lancer tout de suite, vous pouvez les stocker, et donc vous allez pouvoir choisir un effet suivant. Si la cible est un monstre, vous la soignez de 3. Donc globalement, -1 pour être blessé, un soin de 3, c'est plutôt bon. Et si jamais la cible n'est pas un monstre, vous allez rendre éthérée la cible. Donc quand vous commencez à avoir une save à 4 éthérée, vous devenez entre guillemets l'ancien Night Haunt, et donc ça donne des opportunités très très fortes. Donc -1 bless save éthéré pour les piétons quand ça crit, et -1 bless soin de 3 sur les monstres. Donc en plus des soins de votre forêt, ça commence à avoir une bonne gueule cette prière. Le 8 à aller chercher, c'est assez délicat, mais au bon moment, si vous êtes dans une situation où vous prenez un double tour, avoir une unité qui est en, comment ça s'appelle, -1 bless éthéré, c'est plutôt bien. Sinon, vous pouvez vous considérer avec 2 prêtres de mettre juste 2 -1 bless à des unités, c'est largement suffisant aussi. Ensuite, la suivante est un copier-coller un peu du sort que vous aviez. On vous dit sur un lancement de 5 de choisir une unité sylvanette entièrement à 12 du prêtre ou entièrement à X de la zone de grosse par rapport au tableau. Et cette unité va avoir +1 reine sur les armes de mêlée. Donc attention, ceci n'affecte pas les compagnons. Par contre, +1 reine, c'est ce que vous aviez avant sur un arbre. Sur du 5, donc 5 c'est difficile à aller chercher. Moi je suis joueur sobre, la prière de Brod c'est sur du 5, c'est chiant. Mais bon, l'effet est quand même très fort. Et si jamais vous faites un 10+, vous allez pouvoir choisir une deuxième unité éligible. Donc 2 unités en +1 reine, ça vous change toutes les statistiques de vos armées. Vous pouvez passer des saves très très fortes. Au bon moment, si vous la stackez, avoir 2 unités capables de faire ça, c'est vraiment bien. Et en plus, vous conservez ce entièrement à 12 du prêtre et entièrement à X de la forêt maudite. C'est vraiment bien parce que, en tant que joueur d'Author of Cain ou Stormcast, où on a des prières, quand vous ne commencez à plus pouvoir être dans vos bulles pour pouvoir buffer vos unités parce qu'elles sont parties au cap speed, parce qu'elles ont fait une longue charge et que vous n'êtes plus dans vos bulles, c'est très très bien d'avoir cette double effet qui se coule sur les prières. Moi, je trouve ça top. Et la troisième, qui est un petit peu plus compliquée à setup, mais qui se fait quand même, c'est sur du 4. Vous allez choisir une unité ennemie qui est, attention, c'est précisé, entièrement à la zone de corruption. Donc ça peut être un peu plus délicat, ou à 18 pouces. 18 pouces, ça fait une bonne bulle quand même. Si vous faites un jet de récitation de 8+, vous allez pouvoir choisir une deuxième cible éligible. Et donc cette cible, quand elle va finir... Donc c'est ça, quand la cible va utiliser un move ability et qu'elle va finir ce move ability within, donc à portée de zone de corruption, elle va subir D3 blessures mortelles. Donc là, il y a bien le mot-clé move en gros, donc il faut que vous regardiez toutes vos capacités qui utilisent le mot-clé move. Souvent, le mouvement, il y a le mot-clé move. Vous avez d'autres capacités qui peuvent avoir le mot-clé move. Les run ability ont clé move, donc voilà, il y a pas mal d'occurrences qui vont forcer votre adversaire, s'il doit finir ses mouvements dans les zones de corruption, prendre des 3 blessures mortelles après que le mouvement ait été résolu. Sur certaines tables bien setup avec des gros décors, honnêtement cette prière ça peut détruire des armées. Vous avez, je sais pas, 10 Chosen qui vont globalement faire leur mouvement, prendre des 3 blessures mortelles, ensuite charger, faire un redéploiement au tour adverse,
Ça peut être, je sais plus si le mot-clé enfoncement... Voilà, le mot-clé enfoncement PowerShell, le mot-clé move, donc pareil, vous faites ça, vous reprenez D3 parce que vous êtes à portée de corruption des trucs. Par exemple, fight a le mot-clé core, attack, fight, donc votre pilin qui fait partie de votre fight n'est pas un move ability. Voilà, vous commencez à comprendre, donc pas mal de blessures mortelles. Je pense que c'est une prière qui est assez difficile à setup, à positionner, mais dans les bonnes situations, vous allez mettre votre adversaire dans le bourbier, et donc D3, plus on n'oublie pas le D3 vos forêts, ça commence à faire 2 D3 parce que vous allez souvent vous battre à côté de vos forêts. Donc des bonnes situations pour mettre votre adversaire dans une situation compliquée. Si en plus il est obligé de payer 2 PC pour pouvoir utiliser certaines abilities, ça devient vite le bourbier. Donc voilà un ensemble d'outils pertinents entre les sorts les plus unbless, les prières les moins unbless, les plus unrend. Ce sont un ensemble d'outils que je trouve agréable en tout cas à avoir dans son panel. Alors pour les endless spells, les 3 se lancent sur du 6, c'est quelque chose qui est relativement classique à peu près dans tous les BT, et vous avez les classiques, quand vous avez du mouvement, à plus de 9 et entièrement à, donc là c'est entièrement à 12 du lanceur. Alors le Glade, 7 PV, Seba 4, Ward Assist, move de 8, 7 pour le bannissement, Okak, 6 attaques, 4, 2, moins 1 des 3. On est sur un profil un peu d'une sous-Crown Spine, hein, question body, mais ça tape pas trop mal. Vous avez le anti-prêtre, anti-wizard, Ren plus 1, donc sur certains héros, ça peut commencer à cogner pas mal fort, hein, Ren moins 2, Ren moins 3, dégâts des 3. Vous avez un passif qui vous dit quand vous êtes engagé avec cette manifestation, vous avez moins 1 pour lancer les sorts, casting roll, unbind, chanting roll, bannissement, donc tous les jets de récitation ou de lancement de sort, moins 1. C'est assez difficile, on va dire, à conserver parce que relativement dans vos combats, 7 PV, CEVA 4, c'est censé sauter. Mais si votre adversaire n'a pas le choix et doit taper sur des unités plus costauds, bah voilà, ce moins 1 fait vite la différence sur des jets et va forcer votre adversaire à réfléchir à ses actions. Et vous allez pouvoir en phase de mouvement, attention c'est un corps, donc vous n'allez pas pouvoir faire de mouvement à ce moment-là. Si cette manifestation n'est pas en combat, vous allez pouvoir la retirer du champ de bataille, la setup à 9 de tous les ennemis, donc vous aurez des charges à 9. Et si jamais l'unité en question a le mot-clé prêtre ou sorcier, vous pouvez vous setup à 3. Donc ça vous fait des charges à 3 avant redéploiement. Attention, si votre adversaire est entouré d'autres unités, vous n'allez pas pouvoir vous setup à 3 d'un sorcier ou d'un prêtre, il faudrait respecter les bulles d'intellection de 9. Mais dans certaines occurrences, un prêtre tout seul qui tient un objectif dans une forêt ou autre, vous avez un bon couteau pour pouvoir aller le détruire. Donc globalement un outil qui est plutôt bien équilibré, qui fait ce qu'il est censé faire, c'est pas déconnant. Ensuite vous avez le Spitworm Hive, donc lui c'est setup à 12, 6 PV, save à 6, donc très fragile, mais vous allez voir c'est assez intéressant ce qu'il fait. Il a 5 attaques à 18 pouces en crit to hit, 4-3 moins 1-1, c'est ok. Au corps à corps 10 attaques, 4-3 moins 1-1, en crit to hit, c'est aussi ok. C'est pas quelque chose dont votre adversaire va avoir trop peur, mais ça gratte pas mal sur le champ de bataille. On vous dit que si cette manifestation à votre phase de tir n'a pas été setup ce tour-ci, vous pouvez ajouter 10 au nombre d'attaques de cette manifestation pour le reste de la phase. Par contre, toutes les attaques que vous allez faire doivent cibler une créature à 9, un ennemi à 9. Donc vous le setup à 12, ça va tirer à 18, votre sprite ne bouge pas. Par contre, plus tard dans la partie, si vous avez des ennemis à 9 qui sont approchés de vous, ou alors vous l'avez setup au tour adverse, votre adversaire avance et à votre tour à vous, vous êtes dans les bonnes portées. Vous passez quand même à 15 attaques, crit to hit, 4-3 moins 1-1, c'est pas déconnant. C'est pas quelque chose qui est facile à setup parce que votre adversaire va essayer de tourner autour, vous n'avez pas de mouvement pour vous déplacer, mais bien situé au bon endroit, vous allez gratter un peu de PV par-ci par-là, ou alors proposer à votre adversaire une situation dans laquelle ce dernier devra prendre en considération le fait qu'à 9 pouces, vous allez quand même tirer très fort, donc pas déconnant pour quelque chose qui est gratuit aussi. Et pour finir, vous avez l'arbre un peu de biais là. 8 PV save à 4 Ward à 6, c'est quand même conséquent, bouge de 8. 3 attaques 4, 2, moins 1 des 3. C'est pas exceptionnel au close, mais ça fait quand même quelques blagues. Par contre, il a une règle qui est très forte, qui vous dit que vous soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques ennemies qui sont à 6 pouces de cette dernière.
Donc un arbre qu'on va essayer de positionner au milieu de son armée pour recevoir une unité ennemie, qu'on va avancer avec son armée pour pouvoir faire chier l'adversaire. Si vous réussissez vos charges, vous allez impacter un maximum d'ennemis. Si vous ratez, c'est pas grave parce que si vous êtes bien setup, 6 pouces c'est quand même une grande bulle, moins 1 touche, additionné au moins 1 blesse des prières. Beaucoup d'armées peuvent faire la gueule. Heureusement, c'est une manifestation que vous allez pouvoir banish au tour adverse. Mais si vous n'y arrivez pas, juste l'usage de cette dernière va rendre compliqué à affronter Sylvaneth. Heureusement, vous n'allez pas pouvoir le mettre de partout sur le champ de bataille, mais ça reste un outil très fort, moins un touche. On commence à avoir vraiment de tout pour affronter n'importe quelle armée. Moins un touche, moins un bless, plus un de pénétration d'armure, des blessures mortelles, du contrôle de PC au travers des adversaires, la possibilité aussi de le mettre dans des setups compliqués avec no endless spell ou avoir du strike first et de réanimer des unités. Donc je trouve que le BT est quand même assez conséquent sur tout ce qu'on peut faire. Alors maintenant que là on a vu le core book, on va passer du coup au profil de bataille. Et on commence avec Alarielle. Donc Alarielle, 16 PV, save à 4, ward à 5, bouge de 14, 10 d'OC. On est enfin content, Alarielle a gagné une ward à 5 et elle prend un OC de 10, c'est largement suffisant et c'est ce qu'on réclamait à ce type de profil. Vous avez un gros cul, vous voulez quand vous arrivez sur un objectif que votre objectif est à vous. Ok, la save à 4, ça fait mal aux dents, mais vous gagnez une ward à 5 et globalement l'ensemble de ces profils-là, aujourd'hui ont une save à 4, ward à 5 dans l'équilibre. C'est ok, on va pas se plaindre de ceci. À l'Ariel aujourd'hui, c'est passé à 600 points, ça a perdu 80 points. Je sais pas si c'est bien costé, puisque c'est pas encore un petit peu trop cher, à voir. En tout cas, aujourd'hui, Alarielle va avoir une fonction qui est complètement différente de celle qu'elle avait avant de support. Vous allez avoir vraiment un seigneur de guerre qui est là pour la poutre, ce qui est agréable, je trouve, d'avoir ce genre de pièce qui a vraiment un design important. Elle n'est pas auto-include. Si vous en avez besoin, vous avez cet outil-là. Si vous voulez jouer sans, vous pouvez. C'est, je trouve, un point positif. Vous conservez votre tir des dieux, une attaque 2-3 moins de 4 que la Shadow Queen a perdu. Donc ça, c'est plutôt bien. Au corps à corps, vous avez 5 attaques, 3-3 moins de 2, moins de 3 en charge. Et la libellule, 6 attaques, 4-2, moins de 4. Donc un profil combat qui est classique. Si vous prenez le plus 1 reine, bah vous êtes en reine moins 3, dégâts 3, c'est pas mal en charge, ça ne s'applique pas à la libellule. Le plus 1 blesse se prend aussi, donc ce n'est pas quelque chose qui est déconnant. Attention, quand elle a pris 10 points de vie, elle passe du coup à 4 attaques de libellule. C'est ok, c'est pas non plus déconnant, comme on a pu voir sur d'autres profils, genre la Shadow Queen qui passe de 8 à 5, ça fait très très mal. Vous avez en première règle One Spartan Army, Any Hero Phase, donc à n'importe quelle phase de héros, vous allez pouvoir vous soigner de 2d6. Donc comprenez que si Alarielle ne se fait pas one shot sur une phase de combat, elle repartira full profil. Vous allez vous soigner de D3 en fin de tour, voire de 3 si vous avez la bonne sous-faction. Il y a une prière qui peut vous redonner 3 points de vie, et vous allez vous soigner de 2d6. Globalement, c'est soit vous la fracassez, soit elle est intuable. Donc ça, c'est très très bien, c'est très très fort. Vous avez la possibilité à votre phase de mouvement seulement, Your Movement Phase, pour 2 points de commandement, donc ça coûte cher, mais l'effet est conséquent. Pouvoir réanimer à la vie à l'arrière avec 8 points de vie entièrement à 9 d'une Creeping Corruption. Elle ne ramènera plus personne d'autre que elle, mais c'est pas un cas de plus, c'est 2 PC une fois par partie. Attention, une unité de remplacement ne peut pas être amenée à la vie, donc c'est qu'une seule fois par partie. Ce qui vous fait virtuellement 2 x 16, donc 32 PV en save à 4, en ward à 5. C'est très conséquent. Vous savez quand vous la ramenez à votre phase de mouvement au tour adverse, de toute façon elle se soignera de 2d6, plus vu qu'elle sera apportée de corruption, elle va pouvoir, se soigner, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut juste être vigilant. De mémoire, à l'arrière, elle a un socle qui fait 6,1 pouces. Et donc, si jamais vous n'avez pas atteint les 3 points de corruption, vous ne pourrez pas la ramener. Hein. C'est quand même important. Voilà, mais bon, ça reste très très fort. Ensuite, vous avez son sort qui se lance sur du 7. Elle, je vous montre les mots-clés, War Master, Unique Hero, sorcier de niveau 3, Fly, donc c'est bien d'avoir un sorcier de niveau 3. On va vous demander de choisir un ennemi à 12 pouces de ce dernier, infliger 2 des 3 blessures mortelles,
Donc globalement, c'est plutôt bien d'avoir du dégât comme ça qui est conséquent. Vous avez vu dans votre domaine de sort, aucun sort qui fait des blessures mortelles. Donc il va falloir passer soit par vos décors de faction, soit passer par d'autres outils. Ça, c'est un outil supplémentaire que vous avez dans l'armée, donc c'est assez agréable, qui va faire du coup 2 des 3 blessures mortelles. Si jamais ce sort détruit l'unité, avant que ce dernier se détruise, après, je veux dire que ce dernier soit détruit, vous allez pouvoir choisir l'élément de décor le plus proche de l'unité qui a été détruite, qui n'a pas encore le mot-clé Other Growth Token, donc qui n'a pas été souillé, pour le souiller. Et si jamais tous les décors de faction, tous les décors ont déjà été souillés, vous faites D3 blessures mortelles à toutes les unités à 6 pouces à 6 pouces de l'unité en question. Donc un sort qui est relativement bon pour les dégâts que ça fait, qui va vous permettre d'augmenter votre Overgrowth Token, et en plus de ça, potentiellement faire des blessures mortelles en splash dommage. Donc pas grand chose à dire sur ce sort, un bon sort. Par contre, le point négatif, Alarielle n'a pas de plus un cast de base, il faut passer par une autre capacité, et donc à voir au moment où vous souhaitez l'utiliser. Et elle a en phase de combat, en phase de charge, je veux dire, Any Charge Phase, un Rampage qui est relativement bon là aussi. Si vous avez cette unité à charger, vous prenez unité ennemie à 1 pouce et vous lancez un dé. Sur 3 pouces, vous faites la valeur en blessure mortelle. Donc 1, 2, c'est un échec. 3, 4, 5, 6, c'est des blessures mortelles. Donc globalement, ça reste un bon Rampage qui n'est pas localisé à un mot-clé. On demande juste de charger. Ok, on peut le rater, mais par contre, quand vous le réussissez, un peu à l'instar de Vordry, les blessures mortelles sont quand même conséquentes. Et pour finir, sa dernière capacité, qui est la saison de la guerre. Vous êtes obligé d'utiliser cette capacité quand Alarielle est sur le champ de bataille, et vous l'utilisez au début de chaque battle round. Donc vous allez l'utiliser 5 fois dans la partie. Vous ne pouvez pas utiliser 2 fois le même effet de cette capacité, et donc globalement, vous allez être obligé de l'utiliser et de la changer la saison de guerre. Dans les effets, vous allez voir, il y a des trucs très très sexy. Vous comprenez que vous ne pouvez pas utiliser 2 fois le même, donc il va falloir réfléchir à son plan de jeu un peu comme un luminette. Donc le premier effet est vraiment très fort. On vous dit que la première fois que votre forêt, donc décor de faction, utilise sa capacité de corruption, au lieu de corrompre le premier élément de décor le plus proche, vous allez pouvoir corrompre n'importe quel élément de terrain qui n'est pas contrôlé par votre adversaire. Donc très très bon. Bien sûr, ça dépend de l'armée d'en face, ça dépend des déploiements, ça dépend des scénarios. Mais au tour 1 d'utiliser ça et d'aller maudire le terrain le plus loin ou qui en plein milieu, vous n'aviez pas accès à portée, blablabla, blablabla, c'est vraiment très très bon. Vous allez accélérer votre manière de jouer Sylvanette. Et au tour 1, c'est un super élément. Vous allez peut-être même pouvoir l'utiliser au tour 3, au tour 4. Normalement, n'importe quand, c'est bon, mais tour 1, c'est très très bon. Le suivant, ça vous dit que vous allez avoir plus un cast et plus un prière pour toutes les unités Sylvanette amis entièrement à 12 d'Alarielle. Donc, deuxième effet qui est très très fort. Est-ce qu'on va vouloir l'utiliser T1 ? Je ne pense pas, parce que la plupart du temps, vous êtes dans votre setup. Notamment, maintenant que vous avez accès à des prières, vous allez commencer à comprendre ce que c'est que de devoir préparer le terrain. Donc, une saison de guerre qui est très bon pour le T2. Vous commencez à charger vos prières. T2 plus un prière, plus un cast. On est parti et on envoie la foudre. Donc très très bon à utiliser relativement au deuxième tour, mais vous allez pouvoir vous en servir un peu plus tard aussi dans la partie. La suivante est très très forte aussi. Elle vous dit que les unités Sylvanette peuvent utiliser une retreat ability sans prendre de blessures mortelles et pouvoir quand même charger après. Donc retraite charge sur toute l'armée. Il n'y a pas d'occurrence de bulle, quoi que ce soit. On est un peu comme si on était sous une marée des Idonettes Deep King. Très fort à utiliser au tour 2, très fort à utiliser au tour 3. Ça va dépendre de la manière dont votre partie a été pilotée par votre adversaire. Ou si jamais vous avez besoin de faire des tactiques, notamment retrait de charge, blablabla, une très très bonne habilité qui est bien écrite parce qu'en plus vous n'avez pas de portée, donc c'est top. Et la dernière qui est un peu plus situationnelle, qui vous dit que quand vous avez utilisé le Creeping Dread, donc cette capacité de choisir une unité qui ne recevra pas d'ordre, vous pouvez en prendre 3 à la place. Globalement, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, c'est un bon outil. C'est pas mal d'avoir ça dans sa besace. Il y a certaines armées qui vont pouvoir en souffrir beaucoup, notamment quand on commence à manquer de héros. Imaginons que votre adversaire est en 2 poses avec 2 héros. Si un héros vient à mourir ou qu'il n'a
plus cette capacité, cette possibilité, bah 3 unités qui doivent payer des PC supplémentaires, ça fait très très mal à l'adversaire. Donc à voir. En tout cas, je trouve que le fonctionnement d'Alarielle est cohérent. Une unité qui est là pour combattre, qui va mourir, revenir à la vie, qui a un bon sort qui fait des blessures mortelles, qui a un bon rampage, qui se soigne de 2d6, qui va profiter là aussi des capacités des Sylvanettes pour pouvoir se soigner, qui peut être en strike first sous condition. Voilà, globalement, le profil, je trouve bien. La Season of War, c'est très bien aussi, donc pas grand-chose à signaler. Et globalement, ce profil, je le considère bon, mais pas exceptionnel, au sens de dire, il me le faut absolument dans toutes mes armées. Et donc, c'est un bon travail à ce niveau-là. Alors, ensuite, nous passons à Beltanos, donc Unique Hero, Monster Fly, Order, Sylvanette, Kernoti. Donc, 290 a perdu 60 points. Pourquoi est-ce qu'on perd ces points? Le body reste similaire, 14 PV, save à 3, bouche de 12, 5 d'OC. C'est un bon body. Attention, ça reste quand même fragile contre certaines armées parce qu'on n'a pas de ward pour le moment, vous avez vu. Hein, c'est un outil qui n'est pas dans notre besace. En charge, 5 attaques, 3, 3, moins de 3. Plutôt classique, c'est ok en phase de combat. La libellule, pareil, 4, 2, moins de 3. Bon, ça n'a pas quelque chose qui va traverser 30 PV en save à 3, mais ça fait un peu de dégâts. Vous passez à 3 attaques de libellule, vous perdez quasiment rien quand vous avez 10 de C, c'est plutôt 10 de blessure, c'est plutôt tranquille. Par contre, vous avez un très beau passif qui vous dit vous ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement pour toutes les unités Kernasi entièrement à 12 de lui-même, sachant que lui, il est Kernasi, donc techniquement, il bouge de 14 en permanence. C'est différent, bien sûr, de course et charge qu'il donnait avant, mais ça va augmenter quand même de manière significative le mouvement de vos unités Kernasi, donc une bonne règle. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans l'ancienne saison, nous avions des outils qui permettaient de donner plus de move en bulle aux héros piétons, et globalement, quand vous donniez plus de move en bulle, la vitesse de déplacement moyenne dans le jeu, c'est 5, donc vous augmentiez quasiment de 50% votre mouvement. C'est un outil qu'on a perdu, que beaucoup d'armées regrettent avoir perdu. J'aurais aimé, par exemple, récupérer un Daughter of Kain sous condition, ce n'est pas le cas. Là, vous l'avez de manière classique, sur un héros qui n'est pas si cher que ça, donc c'est plutôt un bon point. Il conserve son rampage qui vous dit que quand il a chargé... non, même pas avoir besoin de charger. En phase de combat, donc n'importe quelle phase de combat, vous roulez un D3, le mauvais, sur 2+, vous faites des blessures mortelles à l'unité en question, et vous pouvez vous retirer du champ de bataille, vous set-up à 1 pouce de la cible. Tous les joueurs Sylvanette connaissent la puissance de ce War Scroll. Quand vous n'avez pas joué contre, vous ne vous rendez pas compte, mais vraiment, vous faites charger Beltanos par 2 unités, vous réussissez votre rampage, vous téléportez de l'autre côté à 1 pouce de l'unité en question, soit dans votre setup, soit à côté de votre forêt, et en fait, vous avez une unité qui s'est fait baiser, qui a chargé, qui ne pourra rien combattre. Si en plus, vous êtes, comment ça s'appelle, vous réussissez votre 3+, vous pouvez potentiellement vous setup au tour adverse entièrement A d'un élément corrompu, être la seule unité engagée avec Beltanos, payer votre PC et strike first. Donc c'est un combo qui est relativement stable, 3+, on sait, c'est chiant, on n'aime pas la V4 pour ça, mais qui apporte de très bons résultats. Et en plus de ça, il se paye une nouvelle règle Once per turn Army and Affinity Turn qui vous dit que si cette unité a chargé ce tour-ci, vous pouvez la retirer du champ de bataille et la setup à plus de 6 de vos unités ennemies et entièrement à la zone de corruption d'un élément corrompu. Ça marche à votre tour, ça marche en contre-charge. C'est une sorte de fer de lance. Il va pouvoir partir, strike and fade. Vous n'avez plus strike and fade, mais monsieur le récupère sur son War Scroll. C'est pas déconnant. Vous pouvez vous repositionner entre guillemets derrière votre armée si vous avez chargé. Si vous avez un Overgrowth terrain qui est corrompu quelque part, vous téléportez à côté, vous soignez en fin de tour, reprendre un objectif. Il bouge de 14 de base. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est un bon War Scroll qui va avoir une utilité différente. Et je trouve ça bien de proposer une unité différente à un War Scroll quand un BT sort et pas rester en copier-coller de l'ancien. Ensuite, Lady of Vine, donc 280, ça a pris 70 points, c'est quand même conséquent. Vous avez un Unique Hero Monster, sorcier de niveau 2, Ward à 5, 2 séries. Mots-clés, Order, Sylvanette et Forest Elder, je sais pas pourquoi.
Du coup, 10 PV save à 4 ward à 5, c'est relativement stable. Ça devrait pas trop se faire éclater en une seule fois. Et 5 dossés, c'est plutôt bon. Ça bouge de 6, donc c'est quand même quelque chose de relativement rapide dans le jeu. Une attaque de tir en 2-2, moins 2 D6. C'est toujours cool, on prend. 6 attaques, 3-3, moins 2-2. C'est quand même impressionnant hein, pour une unité qui est censée être des elfes de combattre en 3-3, moins 2-2, en crit mortel. C'est un profil qui combat relativement bien, je trouve. Elle possède du coup en premier règne Once per turn any hero phase, un rampage qui vous dit de choisir un élément à 18 pouces de cette dernière qui a un Overgrowth token, et le prochain sort que vous allez lancer avec la Lady of Vine se mesurera à partir de cet Overgrowth token. Donc, globalement, c'est plutôt bien pour pouvoir, on va dire, mettre des debuffs, mettre vos buffs, si vous souhaitez aller chercher une unité ennemie particulière, invoquer vos endless spells à partir de cette distance-là. C'est plutôt bon. Votre adversaire, lui, pourra toujours dissiper à travers cet élément de décor. Donc, pas quelque chose qui est cassé dans les règles à ce niveau-là. Son sort n'a pas changé. C'est sur du 7. Cependant, là, vous avez un petit bonus qui vous dit que vous ajoutez 1 au jet de lancement pour le sort si vous êtes entièrement à portée d'une Creeping Corruption. C'est plutôt bien. Ça passe à 6. Si vous avez à l'Ariel éventuellement dans la bonne saison de guerre, ça passe à 5. Et du coup, jusqu'au start of your next turn, vous avez une bulle à 5 pour toutes les unités Sylvanette, entièrement à 12 de cette dernière. Cette règle est beaucoup plus intéressante aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être avant. Pourquoi ? Parce qu'avant, vous aviez la possibilité de ramener beaucoup d'unités à la vie. Maintenant, c'est moins le cas. Vous pouvez ramener à demi-effectif des piétons, à l'Ariel pour 2 PC. Vous verrez que le trailer d'Ancien peut le faire aussi. Et donc, vos PV en tant que joueur Sylvanette coûtent beaucoup plus cher. On peut moins se permettre de sacrifier des unités. Donc, cette bulle à 5... cette ward à 5 en bulle à 12 est très importante et je trouve que la fiabilité proposée par les conditions est très intéressante. Et pour finir, en dernier outil, la Once par Battle Any Hero Phase, vous prenez un élément de terrain à 18 pouces de cette dernière qui n'a pas de token et qui va être corrompu. Donc la Lady of Vine intégrée dans un bon plan de jeu avec peut-être à l'Ariel, ça commence à faire cher, mais pourquoi pas, vous avez 5 niveaux de sort. La possibilité de transformer 2, 3, 4, 5 terrains rapidement. Donc, à voir. En tout cas, je trouve qu'elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Elle vous propose une ward à 5 entièrement à 12, facilement. Elle peut lancer ses sorts plus loin que prévu et vous transformer un élément de terrain en maudit qui, globalement, est une condition que vous allez vouloir aller chercher. Et vous avez vu, une fois que le terrain est corrompu, il ne peut plus être décorrompu. Donc, finalement, ça accélère votre armée, ce que veut faire votre armée. Donc, c'est plutôt positif. Ensuite, nous avons Drisha, donc 250 points. Vous avez toujours accès à la version Scourge of the Giran, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que cette dernière a vocation à mourir. Vous avez des nouveaux outils. Scourge of the Giran était un peu la béquille qui permettait de sauver Sylvanette. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Unique, Monster, Hero, Wizard 1, Sylvanette et Forest Elder. Qu'est-ce que nous dit son profil ? 12 PV save à 3, donc ça reste très fragile. Bouge de 10, c'est très rapide. 5 de C. 5 attaques, 3-2, moins 2, 2 en crit tweet, c'est plutôt bon. Et 20 attaques, 4-4, sans reine, crit mortal. C'est pas déconnant, hein, quand ça roule high, ça fait des blagues. Elle a un premier passif qui vous dit que les adversaires ne peuvent pas utiliser de run ability ou de retreat ability quand ils sont à 9 pouces de cette dernière. Donc, globalement, ça vous fait avec son socle en gélule une zone assez conséquente, bien positionnée derrière vos armées. Ça peut être compliqué. Certaines armées qui ont besoin du run ability pour pouvoir faire des effets ou la retreat, vous savez que vous êtes engagé, vous ne pourrez pas sortir d'un bourbier. Donc, on va dire derrière, par exemple, une unité comment ça s'appelle, de Dryad, moins 1 touche, moins 1 blesse, ward à 5 avec la Lady of Vine et cette capacité-là, c'est très difficile de sortir de ce bourbier. Donc c'est une bonne règle qui surprend vraiment à la table quand on n'a pas l'habitude de ça. Votre adversaire doit prendre des mesures importantes sans considérer qu'il doit faire ça tout le long de la partie avec les terrains que vous allez maudire. Et ces bulles de 12 pour les ordres et machin, ça commence à être un vrai bourbier et un partie compétitif du temps à la cloque à prendre en considération. Ensuite, elle a un sort qui se lance sur du 7, on rappelle, elle est sorcière de niveau 1, qui vous dit que vous allez pouvoir choisir 3 unités ennemies à 12 pouces de cette dernière, ou à portée de Creeping Corruption, et toutes ces cibles, vous allez infliger des 3 blessures mortelles.
Une auto-occurrence de blessure mortelle, vous avez vu, on n'en a pas des masses, donc c'est toujours cool. La zone des décors, pareil, au début de partie, c'est un peu limité, mais avec la bonne construction de héros, vous avez vu que vous pouvez aller chercher des éléments un peu plus loin et donc potentiellement commencer à nuke votre adversaire. Imaginons que vous cherchiez un décor un peu loin, votre adversaire va devoir mettre des unités autour de cette dernière, 12 pouces, 12 pouces, on n'y arrive pas tout de suite, mais déjà 9 pouces de cet élément de décor quand vous avez 3 points, ça commence à faire du cheap dégâts tous les tours. Il ne faut pas sous-estimer ce genre de règles. Et elle possède un rampage qui est très très fort, qui va surprendre beaucoup de joueurs. On vous dit que à votre phase de charge, donc ça sera, vous ne pourrez pas le faire en contre-charge, c'est un core move charge rampage, donc vous ne pourrez pas faire une autre ability de charge sur-ci. Vous allez lancer, si vous n'avez pas couru, pas fait de retreat, donc ce qui est classique d'une charge, vous allez pouvoir, à moins d'avoir run and charge bien sûr, vous allez pouvoir rouler 2d6, soustraire Drisha de la table et la setup à 1 pouce d'unité ennemie. Donc vous faites une charge n'importe où sur le champ de bataille, où vous le souhaitez. C'est vraiment très très fort. Il y a une condition à cette dernière, votre valeur de charge doit être une valeur X, qui est la valeur où vous devez finir votre charge entièrement A d'une zone corrompue. Donc si vous avez pu par exemple avec la Lady of Vine corrompre un truc à 18 pouces, votre phase de charge, vous faites une charge avec Drisha qui est 9 on va dire, vous allez pouvoir finir à 0,5 unités ennemies entièrement à 9 de cette dernière. Alors, sur le papier comme ça fait pas rire. Ça fait pas rire. Ça semble pas exceptionnel parce que bon, 12 PV save à 3 avec cette ligne de combat, ça fait des blagues, mais c'est pas, ça n'a pas tué 30 PV de Chosen. Cependant, ça va vous permettre dans une partie, au tour 3, au tour 4, au tour 5, d'aller chercher des pièces qui sont un peu plus exposées, sur des éléments de décor un peu plus exposés, récupérer des objectifs, rentrer des tactiques de bataille. C'est un très très bon rampage qui interagit avec une seule chose, finalement, c'est votre plan de jeu de votre armée de souiller des décors. Donc, je trouve le personnage assez intéressant. Sorcier de niveau 1, c'est pas mal. En fait, ça vous rajoute des outils supplémentaires. Donc, à réfléchir dans votre list building à ce que vous voulez faire. Encore une fois, un personnage qui n'est pas auto-include, mais un outil supplémentaire. Ensuite, nous avons le nouveau héros, le Grove Guardian, donc qui est prêtre, héros, prêtre de niveau 2, infanterie, order, forest, blablabla. Donc prêtre de niveau 2, c'est un très très bon mot-clé. On parle de 220, donc le prix moyen d'un prêtre c'est 110, donc là vous avez 2 prêtres en un. 7 PV, save à 5, move de 4, c'est très bien cost. Au corps à corps, 3 attaques, 3-4, moins 1 des 3. 6 attaques, compagnon, attention, en crit mortel, 4-4, moins 1 des 3. Littéralement, si vous prenez la prière plus un bless, ça vous fait quand même un compagnon en 6 attaques, 4-3, moins 1 des 3, ce n'est pas déconnant. C'est pas une foudre de guerre, hein, c'est pas lui ou elle qui va raser le champ de bataille. Par contre, ça peut se défendre contre certaines unités un peu fragiles. Alors, vous avez un passif qu'on a déjà vu dans pas mal d'armées, notamment la Pontifex, ce genre de choses-là, qui vous dit que en phase de combat, quand une unité non-héros Revenant, donc il va bien regarder les mots-clés en bas, entièrement à 12 de ce personnage est tué en combat et que l'unité est encore en combat avec cette dernière, vous allez lancer un nombre de dés égal au nombre de points de vie du modèle qui a été retiré. Pour chaque 5+, c'est une BM après le combat. Sur le papier, c'est pas mal, ça permet de faire des BM. Attention, il faut être en combat avec l'unité en question, ce qui fait que si jamais votre unité s'est fait wipe, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais globalement, si vous ne faites pas détruire en une fois, unité non Hero Revenant permettra de générer un peu de blessures mortelles. C'est ok, si vous avez la possibilité d'en prendre dans vos listes, c'est pas mal. Les unités Revenant sont pas déconnantes, c'est des unités que vous pouvez ramener à la vie à demi-effectif. C'est globalement un bon passif. Bon, globalement, déjà, 220 points pour une prêtresse ou un prêtre de niveau 2, c'est très très bien, parce que c'est le coût moyen d'un prêtre. Hein. Donc là, vous perdez rien, et vous avez une règle additionnelle qui est sympa. Ensuite, la prière qui se lance sur du 4. Donc toujours pareil, portée de corruption ou entièrement à 12 de cette dernière. Et donc, vous allez pouvoir, l'unité sylvanite que vous avez choisie, la soigner de 3. Ça vous fait globalement un soin supplémentaire qui est quand même fiable. Sur du 4, c'est une fois sur 2. Elle est, il ou elle, je sais pas ce que c'est, près de niveau 2. Donc vous pouvez stacker la prière générique avec les rites sacrés et ensuite la lancer. Si vous la critez à 6,
honnêtement, 6+ avec 2d6, ça se fait. Vous allez pouvoir choisir une unité éligible supplémentaire. Si jamais l'unité vous choisissez par contre a le mot-clé Revenant Infantry hors Dryad, vous allez pouvoir réanimer des 3 modèles. Donc entre le res de fin de tour plus cette prière, c'est relativement stable. Les builds, on va dire full pied-taille, commencent à avoir de la gueule. C'est quelque chose qu'avant on avait un peu de mal avec l'index parce que Sylvaneth n'avait pas beaucoup d'outils pour les buffer. Bah là, ça, on peut commencer à avoir des Sylvanettes en mode full horde qui va remonter des modèles à la vie avec cette prêtresse, la ward en 5, de 5+ en bulle au niveau de la Lady of Rain. Donc, c'est pas déconnant non plus. À l'exception de ça, ça vous fait quand même un soin de 3 sur des unités qui ne sont pas infanterie ou dryade, et globalement une prêtresse de niveau 2 qui va pouvoir stacker et lancer vos prières, et vos prières, vous avez vu, elles sont très bonnes. Ensuite, nous attaquons le Warsong. Donc le Warsong, c'est 150, ça a perdu 50 points. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus sorcier de niveau 2, mais prêtre de niveau 1. Infanterie, Ward à 6, Sylvaneth et Revenant. Donc il a le mot-clé Revenant, donc ça peut interagir avec certaines règles. 7 PV save à 5, Ward à 6, il est assez fragile. Globalement, il se fait toucher, il se fait fracasse. Au corps à corps, 5 attaques, 3-3, moins 1 des 3. Ça reste quand même un profil très très bon pour un flûtiste, touché à 3 et baissé à 3. Qu'est-ce que nous avons de beau comme capacité ? Vous avez la possibilité d'avoir une ward à 6 entièrement à 12 de ce dernier, donc un peu plus de tankiness finalement sur vos unités, sans jet de dés, sans rien. C'est relativement bon. Mais ce qui est encore meilleur, c'est qu'il conserve sa réduction de jet de ward à 12 pouces. Donc toutes les armées qui ont des ward à 4, ward à 5 ou ward à 6, vous allez supprimer un niveau de cette dernière et donc rendre encore plus conséquent l'usage de votre armée. Donc c'est un très très bon outil. Beaucoup d'armées font la gueule quand ils affrontent ce genre de profil. C'est très très fort. Et vous avez en plus de ça, vous payez le luxe d'avoir une capacité One Spartan Army, donc une fois par tour pour votre armée. Donc si vous en jouez plusieurs, ça ne servira pas. En réaction, quand vous faites un jet non modifié de 1 sur Enchanting Roll, donc sur une prière entièrement à 12 de lui pour un prêtre, vous allez pouvoir relancer ce jet de prière. Donc lui-même va pouvoir relancer s'il fait ses 1, ou si vous prenez l'autre héros à côté, entièrement à 12, il va pouvoir relancer. C'est exceptionnel de pouvoir relancer les prières de 1. Honnêtement, moi je jouais beaucoup de prêtres dans mes parties, et ça arrive toujours au mauvais moment. Vous avez stacké à 10-12 points votre prière, vous voulez faire votre 2 pour pouvoir appliquer vos buffs, et là vous vous retrouvez dans une situation où vous faites votre 1, et il n'y a quasiment plus aucune relance dans le jeu. On commence à avoir des nouvelles relances qui apparaissent, donc celle-ci qui apparaît. Vous avez en Daughter of Kain, grâce au décor de faction, une relance soit d'une prière, soit d'un sort. Donc ça commence à être très très sympa. Le baladin du coup se réfléchit par lui-même parce qu'il se buff lui-même, et en plus de ça, il continue à avoir cette occurrence de soustraction de ward. Cependant, vous perdez un sorcier qui était relativement bon avant, et en plus de ça, une occurrence de blessure mortelle qui est aussi perdue. Ensuite, nous avons l'Arche Revenante, Héros Infanterie, Fly, Order, Sylvaneth, Revenant, 6 PV, CV 4, bouche de 12, 2 dossés, 5 attaques, 3, 4, moins 1, 2, c'est un héros elfe. Alors lui, il va carrément perdre sa fonction qu'il avait avant de buffer les Currency. Maintenant, il va gagner une nouvelle fonction que je trouve très intéressante. On vous dit qu'en One Spartan Army in Wickered Phase, si cette unité a chargé, elle peut choisir unité visible de Gossamer Archer Unit, qui n'est pas en combat et qui est entièrement à 18. Alors, entièrement à 18, ça vous fait vraiment des belles bulles. Donc vous comprenez, vous faites charger ce gars-là, il choisit une unité Gossamer Archer entièrement à 18 qui n'est pas engagée, et cette unité va pouvoir faire une shoot ability sur l'unité que vous avez chargée et sélectionnée. Donc c'est une très très bonne règle. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous allez globalement permettre à vos archers de tirer 2 fois. Vous avez beaucoup d'archers qui auraient aimé avoir cette règle. Vous l'avez chez les oscillaires qui permet aux archers qui sont relativement bons de tirer 2 fois. En Daughter of Kain, par exemple, les archers sont orphelins, ils n'ont aucune règle dans le BT, ni aucune unité qui interagit avec eux, du coup, cette unité est un peu sans intérêt. Là, vous avez la possibilité de faire tirer 2 fois, c'est vraiment bon. Vous allez voir, le profil, ce n'est pas non plus un canon, hein, ça va pas fracasser tout ce que ça touche, mais en shootant 2 fois, avec ce petit héros, c'est quand même sympa. Et donc, vous allez pouvoir aussi, en réaction, après avoir déclaré une fight ability avec ce personnage, bouger de 2d6 après le combat, et vous ne pouvez pas finir ce mouvement engagé. Donc globalement, on va vouloir que ce personnage soit suivi par ses archers, charge, combatte, hop,
bouge de 2d6 et revient se positionner dans le bunker. Je vous rappelle que ce personnage est éligible en régiment de renom avec les archers, donc on peut avoir une opportunité pour certaines armées qui ont besoin d'un peu de tir de soutien, d'un personnage assez mobile. Bien sûr, 2d6, c'est quand même triste parce que si vous faites votre 1, 2, bah, vous ne sortirez pas des 3 pouces, mais sur des gestes stats classiques, vous allez pouvoir du coup avoir un peu de mouvement. Vous positionnez éventuellement derrière des écrans, aller chercher un objectif, vous remettre vers votre forêt, blablabla. Donc, pas déconnant du tout comme héros. Pareil, une fois de plus, ça fait un héros supplémentaire, donc il va falloir réfléchir à sa construction de liste sur ce qu'on veut bonifier. Ensuite, Thriller d'Ancien. Donc, Thriller d'Ancien, c'est 2,80, ça a pris 50 points. Mais pourquoi ça a pris 50 points? Parce qu'il passe sorcier de niveau 2, enfin, héros monstre sorcier de niveau 2, Order Sylvanet et Forest Elder. 14 PV save à 3, c'est vraiment résistant pour un sorcier qui va pouvoir se soigner de D3 voire de flat 3 tous les tours. 5 de C, c'est standard. Il a un nouveau tir, donc 4 attaques, 4-2, moins 1 D3 et 18 pouces, c'est relativement bien pour un sorcier. Et au corps à corps, il se défend plutôt bien. 5 attaques, 4-2, moins 1-2, anti-charge, donc en contre-charge, moins 2-2. Et l'Impaling Talent, crit mortel, 2 attaques, 4-2, moins 2-3. Ça ne va pas détruire 30 PV de save à 3, mais globalement, ça peut se défendre contre des petites unités satellites. Unité à 100, 120 points, on n'ira pas le chercher sur un objectif pour lui laver la gueule, c'est lui qui les lavera. Il perd 2 attaques de bâton quand il est blessé, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qui fait que ce personnage, on va vouloir aller le chercher? Eh ben, il a des très bonnes règles. Vous allez du coup pouvoir choisir un terrain qui a été souillé, qui est à 12 pouces du Thriller d'Ancien, et réanimer à la vie une unité. Donc c'est un one Sparta on your movement phase. Donc vous allez perdre de votre capacité de corruption. Cependant, sous certaines setups, vous allez pouvoir corrompre des points peut-être moins intéressants et du coup consommer ces points-là. Et une fois que vous avez consommé du coup la corruption d'un Overgrowth terrain à 12 pouces de ce dernier, de coup ramener à la vie, ça ne coûte pas de PC, une unité qui est non unique avec le mot-clé Kernoti or Trilord. Et vous allez ramener un modèle à la vie. Donc globalement, sur une unité de 6 Kernoti, en ramener un, ça n'a pas vraiment d'intérêt, entièrement à 6 du terrain de feature à plus de 9 des unités ennemies. Par contre, ranimer à la vie des Trilords ou qu'est-ce que vous avez d'autre, Durtu. Durtu, c'est pas unique de mémoire. Et donc, quand vous ramenez un Trilord, quelqu'un qui a mot-clé Trilord, vous lui allouez 10 points de dégâts. C'est pas bien grave, de toute façon, les points de vie, c'est des points de dégâts, vous pouvez pas faire dessus. Vous allez soigner des D3 à la fin, vous avez du ralliement, vous avez plein d'outils. Globalement, ce personnage seul, sorcier de niveau 2, capacité de ramener des unités à la vie, c'est très très bon, en plus de tous les outils qu'on a vus chez Sylvaneth. Et vous avez un Rampage qui est globalement bon, qui est encadré au mot-clé Forest Elder. Donc vous avez vu Forest Elder, on l'a là. Vous l'avez sur, comment il s'appelle, le nouveau héros prêtre. Vous l'avez sur Drisha, donc tout ce qui va être les gros héros, les hommes arbres, entre guillemets. Tous ceux qui ont ce mot-clé-là. En combat range, en phase de combat, pour chaque unité qui a le mot-clé, vous lancez un D3, et sur 3+, plus un touche. On ne vous demande pas d'être engagé avec une unité ennemie, donc vous pouvez le faire en préventif. Si dans des mouvements de peeling, quelqu'un va vous recevoir, c'est globalement un bon rampage qui va vous éviter d'avoir un -1 save avec l'attaque en règle. Donc le profil est vraiment cohérent, je trouve, pour ce que peut faire Sylvaneth. Et surtout, dans certaines constructions de liste, il va carrément exploser, car ramener à la vie certains profils, et c'est toujours bon. Donc ensuite, Spirit of Virtue, 320 points, il n'a pas changé. Lui aussi, il a le mot-clé Forest Elder, donc vous allez pouvoir le ramener à la vie. Hero Monster, Sylvaneth. 14 points de vie en save à 3, bouge de 6, 5 de C. Son tir, 5 attaques, 4, 3, moins 1, 2. L'épée, 5 attaques, 3, 2, moins 2, 4. Anti-monstre N plus 1. Et l'Impaling Talon, donc un profil qui reste similaire. Quand il a pris 10 PV, il perd quelques attaques de mêlée. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce beau Durtu? Vous allez pouvoir, en phase de charge, oui, en réaction à une charge ability, vous déclarez One Spartan Army, donc si vous avez plusieurs Durtu, vous n'allez pas pouvoir le faire avec tout le monde, ajoutez 2 à la valeur de charge. Donc 2 à la valeur de charge, c'est une très grosse stat. Déjà, 1, c'est beaucoup. 2, c'est énorme. Cependant, vous devez finir avec une unité engagée avec un héros ennemi Sylvaneth. Un autre héros ennemi Sylvaneth. Donc, à vous de voir comment vous faites. Si c'est vous qui portez le combat, vous faites charger l'autre héros, par exemple à l'Ariel, et lui suit, ou Beltanos, et lui suit, et du coup vous avez plus de charge.
c'est quelque chose qui est bon, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Et il a un rampage de strike là, c'est One Spartan Army Any Combat Phase, donc il n'y en a qu'un seul Virtue qui pourra le faire, qui vous dit de choisir, alors là c'est très encadré, une unité ennemie qui n'a pas le mot-clé vol, et qui est infanterie ou cavalerie. Donc que de l'infanterie, que de la cave qui ne vole pas, sur 3+, strike class. Globalement, dans l'entièreté du jeu, vous avez quand même une majorité d'unités infanterie et cavalerie qui n'ont pas le mot-clé. Et globalement, ce sont ces unités-là qui sont considérées comme combattantes. Strike class dessus, c'est plutôt bon. Il est vrai que tous les héros ou les monstres ne sont pas affectés par ça. Mais bon, voilà, je trouve que c'est plutôt bien équilibré pour ce genre de profil. On n'oublie pas que vous allez pouvoir vous mettre du strike first sous condition, et vous avez quand même pas mal d'outils pour jouer avec toutes les règles du Virtua. Alors, le Trilord, du coup, c'est 260 points. Il n'est pas héros, c'est un monstre. Et lui, il peut être amené à la vie aussi par le Trilord ancien. Il va bénéficier du même body que tous les arbres, 14 PV, CA3, blablabla. Il tire un peu moins bien que les autres, mais bon, il a toujours du tir. En shooting combat, 3 attaques, 3-2, -1, 2. Et il se défend aussi bien que ses potes. 5 attaques, Ren -1, dégâts 3, crit mortel, blablabla. Pourquoi est-ce qu'on voudra prendre ce type de monstre? Eh bien, vous avez une capacité de tir qui est assez intéressante, qui vous dit que quand des dégâts ont été alloués par cette unité à la phase de tir, alors attention, One Spartan Army, il n'y a qu'un seul Trilord qui pourra le faire, par contre c'est Any Shooting Phase, vous allez pouvoir lancer un dé, et sur 3+, c'est un 3+, qu'on va pouvoir tricher, du coup ça deviendra un 2+, si jamais vous êtes à portée d'un terrain corrompu. Et du coup, cette unité en question va avoir -1 touche. -1 touche jusqu'au start of the next turn, donc c'est jusqu'au début de votre prochain tour. C'est globalement un très bon debuff. Beaucoup d'armées de la destruction qui touchent à 4 vont pleurer avec ce genre de capacité, sans compter que vous avez des -1 bless, vous avez toute la clica qu'on a pu voir avant, donc un debuff supplémentaire, en plus de l'arbre qui vole qui met -1, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une très bonne capacité, vous pouvez même le faire en contre-tir. Et vous avez un rampage qui me fait beaucoup rire. One Spartan Army Any Combat Phase. Vous allez pouvoir choisir un ennemi visible à 10 pouces de ce dernier, lancer un dé, et si le roll, donc le jet, excède la valeur de point de vie de l'unité en question, un modèle est slain. Ça me fait beaucoup rire parce que moi qui joue Sob, c'est une capacité que nous avons sur beaucoup de géants, mais on vous demande de lancer un dé et de faire le double de la valeur de point de vie de l'unité, ce qui n'arrive littéralement jamais pour tuer un modèle. Là, vous pouvez le faire à 10 pouces, et en plus de ça, c'est juste, il suffit de vaincre la valeur de point de vie de l'unité. Donc, pareil, c'est à géométrie variable, c'est à 10 pouces, mais c'est un rampage qui, bien positionné, va pouvoir faire des ravages sur des unités qui peuvent avoir 3 points de vie comme de la cavalerie. Sur un 4+, vous tuez un modèle. En plus de ça, l'unité aurait eu en question -1 touche. C'est à 10 pouces, donc votre adversaire va se casser la tête avec des prises de mesure, sans compter toutes les autres prises de mesure que vous propose l'armée. Je pense que jouer contre Sylvaneth peut, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, devenir un vrai bourbier selon les constructions de listes. Donc, une capacité très très intéressante. Sans compter que vous avez vu, on peut le ramener à la vie, et on a tous les petits trucs des Sylvanettes qui vont bien avec. Ensuite, nous avons la branche Wish, shampoing, 100 points, sorcière de niveau 1. Anciennement, elle donnait 3+, strike first. Là, je pense qu'on ne la verra plus. Elle va retourner sous battle, même d'ici peu. 5 PV, save à 5, 3 attaques, 3-4, -1, D3. Et aujourd'hui, elle gagne la capacité de choisir un One Spartan Army Yorio Phase, choisir une unité ennemie qui est à portée d'un décor corrompu ou visible qui est dans votre territoire allié, donc dans votre territoire à vous. Donc ça, c'est un peu chiant parce que selon les déploiements, vous avez des fois des terrains qui sont très petits, d'autres qui sont très grands, bon, c'est pénible. Voilà. Et en plus de ça, vous avez une capacité sur un 3+ à la con, là, qui vous dit que vous ajoutez 1 au combat attaque pour les unités qui vont cibler cette unité. Donc, pourquoi cette capacité-là? J'ai un sort en illimité qui me permet de le faire sur l'unité Sylvaneth que je veux. Alors, bien sûr, c'est l'ennemi qui est debuff, et donc quand vous allez attaquer, vous allez avoir ce bonus. Ça peut même marcher avec un régiment de renom, parce que ça dit juste que les attaques qui ciblent cette unité pour le reste du tour, en plus c'est que le tour, c'est pas jusqu'au début du prochain tour. Bon, la branche Witch, on l'aime beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on la voit beaucoup sur table. Pour moi, le profil est un peu raté. J'aurais aimé qu'elle ait une fonction différente qu'un copy pasta d'une règle du BT qui existe déjà. Et les 3+, on en a plein le cul. Vraiment,
Je trouve que les 3+ custom, c'est-à-dire sous condition, c'est un 2+, ou alors comme on a pu avoir dans certaines armées, quand vous faites un 1, vous avez un autre effet, pourquoi pas? Au moins, vous avez toujours quelque chose qui se passe. Là, c'est la pire des conditions, donc mauvais Warscroll. Alors, les Dryades, 90 points. Moi, j'ai toujours eu un souci avec les Dryades, c'est qu'elles ont conservé leur règle qui vous dit que vous avez moins un touche, moins un blesse quand vous êtes à portée de. Avant, c'était à portée des arbres, là, c'est des terrains corrompus, donc ça change pas grand-chose. Un peu plus difficile à mettre en place en setup en écran au tour 1, parce que potentiellement, rentrer le pack de 10 ou le pack de 20 dans la zone, c'est pas facile. Au corps à corps, 2 attaques, 3, 4, sans reine des gains. Bon, bah, c'est des petits elfes qui combattent mal, et un PV save à 5. La difficulté que j'ai, bah, c'est que pour un écran, heureusement, ça coûte pas très cher. Ça peut faire le travail, mais un pack de 20 en moins un touche, moins un blesse, globalement, ça se fait très vite fracasse. Vous n'avez pas d'occurrence d'avoir une ward à 5 facilement, à part la Lady of Vine. Donc, un peu plus compliqué. Heureusement, maintenant, pour un PC, vous allez pouvoir remonter à la moitié une unité, donc ce n'est pas déconnant. Je trouve que pour 90 points, l'unité s'en sort beaucoup mieux. Donc, à voir selon les constructions de liste qu'on va en faire, mais ce n'est pas déconnant. Ensuite, les tri revenants, 110 points. Ça a pris 20 points. Vous avez le mot-clé, donc revenant comme... oui, l'autre c'était le mot-clé Dryade, donc c'est bon. Donc, mot-clé revenant, vous allez pouvoir ramener à la vie la moitié de l'unité. 2 PV save à 5. Ça se joue par 5 modèles, donc ça vous fait 10 PV en save à 5. C'est pas déconnant. Au corps à corps, 3 attaques, 3-4, moins 1-1. Donc facilement en 3-3, comme on l'a vu. De la ward à 5 possible, du strifer possible. Mais ce qui rend cette unité particulièrement bonne, c'est que cette unité passe dégâts 2 en combat quand elle n'a pas chargé. Et ben ça fait réfléchir, hein, vu le nombre d'attaques que vous avez, un pack renforcé, ça vous fait 31 attaques en 3-4, moins 1-2, potentiellement strike first, potentiellement plus un bless, plus un reine, donc vous êtes en 2-2. Rentrer dans un château Sylvaneth avec des écrans en Trilord Revenant à côté du Ladinium Vine, bah, il va falloir prendre le risque, hein. C'est pas dit que vous arriviez à le traverser facilement, donc plutôt bon, surtout si vous faites cri de pot de prière, vous avez une 5+ éthérée. C'est pas déconnant. Une unité qu'on voyait très peu finalement, à part avec cette capacité de téléportation. Je suis content qu'il lui donne une nouvelle fonction, beaucoup plus combattante. C'est vraiment cool à ce niveau-là. Vraiment, je trouve que le travail fait sur ce livre d'armée, hein, c'est malheureux ce que je vais dire, mais tous les profils ont globalement été retravaillés et vous n'avez pas un copy-pasta du livre d'avant, comme par exemple dans les Daughters of Khaine où le travail est vraiment à chier. Et donc, je pense que les joueurs Sylvaneth, beaucoup vont être frustrés de devoir tout réapprendre à jouer, mais beaucoup vont être contents d'avoir enfin des nouveaux jouets avec quoi jouer, quoi. Ensuite, les speed revenants, 80 points les 5. Donc, pareil, ils ont le mot-clé infanterie et le mot-clé revenant. Donc, vous allez pouvoir ramener à la vie la moitié de l'unité. 2 PV save à 5. 3 attaques, 3-4 sans reine, mais en crit mortel. Donc, renforcé, ça sature pas mal. Toujours cette possibilité d'aller chercher un plus un bless, de revenir à la vie, donc pareil, c'est pas déconnant. Et en plus de ça, elle se paye le luxe d'avoir une petite capacité qui vous dit que si cette unité est entièrement à portée d'un terrain corrompu, vous pouvez la retirer du champ de bataille, la setup entièrement à 3 d'un autre élément du champ de bataille, et à plus de 9 de l'adversaire avec une charge à plus un charge. Donc vous allez avoir des charges avant votre déploiement à 8 avec une unité qui peut être buffée un peu fer de lance en 31 attaques, 3-3, plus un rend facilement, c'est pas déconnant du tout. Donc une capacité que je trouve très intéressante parce qu'elle est à double tranchant, elle vous permet à la fois d'avoir de la mobilité pour éventuellement aller chercher des éléments de décor, des tactiques, des points, des choses comme ça, et en plus, elle vous offre l'opportunité de charger à plus 1. Donc pas déconnant du tout, je trouve que pour 80 points, l'unité se défend complètement. Alors les cure notes, on va commencer avec les cure notes Great Sword, 200 points les 3, 5 PV, save à 4, 2 dossés, bouge de 6. Au corps à corps, donc bouge de 8 techniquement si vous êtes le bon héros. Au corps à corps, 4 attaques, 3-3, moins 1-2, donc facilement 3-2, moins 1-2 en crit mortel. Ça tue pas mal, hein. Mots-clés, Order, Sylvaneth et Curnoti. Vous avez un très beau passif qui vous dit que quand vous êtes à portée donc, des terrains corrompus, vous soustrayez 1 à la reine caractéristique. Donc un outil stable, parce que c'est votre but, c'est d'étendre votre corruption. Moins un reine, bah, avec un défense en règle, hein, vous êtes en reine ligneur reine moins 2, donc une save à 3, c'est très très stable, potentiellement la ward à 5 en bulle autour.
En strike first, avec les bons outils, ça cogne plutôt fort, donc une bonne unité qu'est les Kurnoth épée à ce niveau-là. Et elle a une capacité d'infliger des blessures mortelles, donc si cette unité est chargée, vous lancez un dé par Kurnothi dans votre unité, chaque 3+, c'est une BM. Donc renforcé, ça va vous faire 3-4 BM. C'est pas exceptionnel, mais ça reste un outil à prendre, en plus des blessures mortelles qu'apportent vos armes. Si vous avez besoin de traverser des unités qui ont une armure importante, parce que de la save à 2, de la save à 3, les Kurnoth épées sont là pour ça. Elles ont à la fois un rôle offensif et un passif qui s'applique sous une seule condition, c'est à portée de vos terrains corrompus, vous pouvez avoir chargé et donc mettre votre adversaire dans une situation compliquée en disant bah moi je te charge, je te mets des BM, je suis à portée de ma zone corrompue, tu auras moins un rend. Et ensuite de ça, bah, il y a tout le reste des effets Sylvaneth qui s'appliqueront, je vais pouvoir me soigner, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, les Kurnoth avec arc, donc pareil, les mêmes mots-clés que les autres, le même body. La seule chose qui change, c'est que du coup, ils ont du tir. 2 attaques à 18 pouces, 3-3, moins 1-2, anti-cavalerie. Donc là, ils perdent leur fonction de tuer des héros. Ça va tirer sur autre chose, mais c'est quand même très stable. 3-3, ça fait partie des meilleures lignes d'attaque qu'on peut avoir. Et Rennes moins 2, dégâts 2 sur la cavalerie, c'est pas du tout déconnant. Au corps à corps, 3 attaques, 3-3 sans Rennes dégâts 1. Honnêtement, pour des archers, c'est pas non plus dégueu. Elle conserve le même passif que les autres Curiosity, à savoir réduire de 1 la pénétration d'armure quand vous êtes à portée de zone corrompue. Et elle a une petite capacité de phase de tir, One Spartan Army, donc vous ne pourrez pas le faire sur toutes vos unités d'archers, mais la règle reste quand même forte et c'est rare qu'on joue beaucoup d'unités d'archers, qui vous dit, alors ça par contre c'est vraiment chiant, si l'unité n'a pas bougé, n'a pas été setup sourcil, bon, moi, j'avais une règle similaire en doc avec les archers. On vous disait si vous n'avez pas bougé, pas chargé, pas été setup, sachant que vos archers globalement bougent tout le temps. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir beaucoup vous en servir, parce que c'est your shooting phase. Donc, vous ne pouvez même pas le faire en contre-tir. Plus un touche. Bon, plus un touche est top. Vous serez en 2-3, moins 1-2. Ça tire bien. Cependant, je ne suis pas sûr qu'on s'en servira beaucoup de cette capacité parce que le mouvement est vraiment trop important dans AOS pour pouvoir s'en soustraire. Donc, à voir ce que les joueurs Sylvaneth vont pouvoir en faire. Et ensuite, les Kurnothi avec faux, 190, même body, même capacité de Rennes. Là, vous avez 3 attaques, 3-3, moins 1-30, il charge Rennes moins 1. Donc, une unité qui est designée pour recevoir. Ça fait toujours peur de charger des Kurnoth faux parce que la létalité de ces dernières est quand même très fort. Vous êtes facilement, du coup, vous avez vu, en 3-2. Et vous avez la même capacité de blessure mortelle que les Kurnoth épées qui, eux, sont en attaque, poussés en défense. Donc, 2 unités de combat plutôt bien designées qui font ce qu'elles font et une unité d'archer anti-cavalerie qui, globalement, va vous permettre d'éclater pas mal de trucs. C'est loin d'être déconnant. Ensuite, les Speed Rider Lancer, c'est 220 le pack de 3. Vous avez les mots-clés cavalerie, champion, musicien, standard, bearer, fly, order, Sylvaneth, revenant. Donc les bons mots-clés pour les bons combos. 5 PV, save à 4, bouge de 12, donc c'est extrêmement rapide. La lance, 3 attaques, 3-4, moins 1-2, crit tweet en charge. Avec le sort, bah, vous serez en 3-3, moins 1-2, ça fait très mal. Et la libellule, 3 attaques, 4-3, moins 1-2, qui prendra le plus un bless là aussi. Et avec le artefact en question, plus une attaque, plus un dégât, donc ce sera en Rennes moins 1, dégâts 3, ça fait mal. Vous avez toujours votre cohérence de 2 pouces, et une capacité. Un Strike and Fate, c'est écrit sur le truc. Quand cette unité a chargé ce tour-ci, vous allez pouvoir la retirer du champ de bataille, il n'y a pas de jet de dés à faire, et la repositionner à plus de 9 des unités ennemies et entièrement sur une zone corrompue. Bah, quoi de dire de mieux, hein. Cette unité Beltanos part en fer de lance, vous combattez, boum, Strike and Fate, les deux se barrent, vous vous soignez. L'unité qui est vraiment bien. Aujourd'hui, avec Scourge of the Giran, bah, vous avez toujours l'effet de Drisha qui va venir les surbuster, mais je pense que vous pouvez vous en sortir largement sans cette dernière. Revenant Seeker, 180, donc le body similaire. Cette fois-ci, c'est l'unité en crit mortel, 3 attaques, 3-4, moins 1, donc facilement 3-3. Et les compagnons ne changent pas. Toujours la cohérence de 2 pouces. Et vous avez une règle qui est très intéressante que dit en phase de combat. Si cette unité n'a pas chargé, vous allez choisir une unité ennemie et lui mettre moins une attaque pour les armes de mêlée. Donc une unité qui est plus vocation d'être défensif, une unité qui va être en cordon, qui va dégraisser le nombre d'attaques de votre adversaire, avec le NS-Spell derrière, moins un touche, moins une attaque, moins un bless avec la prière. Globalement, traverser cette unité va être très difficile. Donc 2 occurrences différentes, vous allez pouvoir avoir des setups offensifs, des setups défensifs. Vraiment, le BT est assez complet et propose
des joujoux dans tous les domaines. Alors, les Gossamer Part Shop, c'est 5 modèles pour 120 points qui ont le mot-clé Revenant, donc ils vont pouvoir revenir à la vie aussi. Bouge de 12, ça bouge bien. 2 PV, save à 5. Au tir, 12 pouces, 2 attaques, 3-4, moins 1, shooting combat, crit auto wound, donc renforcé ou pas avec le héros, vous avez vu, ça permet quand même d'avoir une létalité conséquente. Pourquoi c'est un peu moins intéressant que les autres archers? Parce que généralement, les archers, c'est shoot à 18 avec 10 modèles, donc ça fait 20 attaques. Là, vous êtes que par 5, donc ça fait 10 attaques, 11 avec le champion. Mais vous allez pouvoir tirer 2 fois et finalement compenser le fait d'être un peu moins nombreux que les autres, même si vous tirez moins loin, à 12 pouces. Attention, pour pouvoir faire la capacité du héros de shooter, je pense qu'il faudra quand même être à portée de tir. Cohérence de 2 pouces qui est standard. Et une capacité très intéressante qui vous dit quand cette unité a tiré, c'est une réaction à votre shoot ability, ce n'est pas un once par turn army, donc même si on joue plusieurs, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir bouger de 12 plus D6. Et là, je trouve que c'est une règle très intéressante. Ah non, j'ai mal lu, excusez-moi. En fait, elle va pouvoir bouger de D6, donc non, c'est de la merde. Je pensais que c'était votre mouvement plus D6. Non, la moitié de votre mouvement plus D6, mais non, c'est juste D6. Donc, intéressant pour pouvoir tirer, bouger. Après, D6, c'est toujours pareil. Intéressant en contre-tir, parce que vous pouvez faire des écrans devant votre unité ennemie et bouger. Donc, après le mouvement, ça fait quand même quelque chose de conséquent pour une charge, mais moins intéressant que ce que je pensais. Mes excuses, je me suis emballé. Et pour finir, la bande Warcry 120 pour 8 modèles, Revenant Infanterie, donc vous pourrez, je ne sais pas si on peut les renommer, ils sont uniques, Infanterie Order, non, ils ne sont pas uniques. Vous pouvez les ramener à vie. Qu'est-ce que nous avons beau? 2 PV save à 5, un peu de tir à 10 pouces, 6 attaques, 3, 4, moins 1, 18 pouces, 2 attaques, 3, 4, moins 1. Vous avez tout le twist avec, il y en a qui ont des équipements, pas d'autres équipements, mais c'est pas pour ça qu'on les prend. Vous allez pouvoir, grâce à votre passif, quand vous chargez, avoir crit to hit sur les armes de mêlée. Bon, avec le plus 1 blesse, ça peut commencer à gratter un peu de dégâts. Vous êtes en 3-3, crit to hit, bon, c'est pas exceptionnel, c'est non renforçable. C'est pas pour ça qu'on va prendre cette unité. Par contre, elle a une capacité qui peut être vite emmerdante, c'est once par turn, enough in turn. Bon, vu le body que vous avez, 2 fois 8, donc 16 PV en save à 5, généralement vous êtes mort, mais on ne sait jamais. Si vous êtes engagé avec une unité en fin de tour, vous allez pouvoir infecter cette unité. Une unité qui est infectée jusqu'à la fin de la bataille ne peut pas excéder un mouvement de 6 pouces. Certaines unités n'ont rien à faire de ça parce qu'ils bougent maximum de 6. Cependant, ça vous empêche de faire des courses, à l'exception d'une charge, bien sûr. Ça vous empêche de faire des courses. Il y a des unités très rapides du style la cavalerie illuminette qui bouge de 14, ce genre de choses-là. Donc pourquoi pas? Je sais pas si cette unité vaut son coup en points, si on va la prendre. Je pense qu'on a beaucoup de jouets en sylvanette. Ça peut faire des blagues, notamment en équipe. Cependant, le profil est quand même un peu disparate pour être très très efficace à la fois au tir au corps à corps. Mais ça fait un outil supplémentaire. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce livre d'armée. J'espère que cette lecture va vous plaire. Moi, je suis très satisfait par le travail fait par l'éditeur. Pourquoi? Parce que quel que soit le niveau de puissance de cette armée, un travail a été fait sur la rédaction. Nous n'avons pas un copy-pasta de quelque chose qui était déjà fait avant. On comprend l'essence de l'armée dans ce qu'elle va faire. Vous allez proposer beaucoup de difficultés de lecture à votre adversaire vis-à-vis de tous les traits que vous avez. Cependant, je mets peut-être un petit warning sur le fait que vos overgrown tokens, il faut arriver à un maximum rapidement, je pense, au minimum à 3 tokens pour avoir les portées de 9. Portée de 9, selon les décors, ça fait des gros trucs. Et quand vous arrivez à 6, là, votre armée va vraiment exploser. 9 plus, bien sûr, c'est toute la table, donc là, nous n'en parlons même pas. Mais voilà, selon la difficulté que vous allez avoir à mettre en place ceci, aussi la difficulté de vos tables de jeu. Moi, j'ai fait quand même pas mal de tournois, et entre des tournois à gauche, des tournois à droite, vous n'avez pas du tout les mêmes setups. Je vais prendre par exemple Feu, les Malmouleux, qui avaient des tables très très travaillées, avec des gros décors, des effets et tout, ou d'autres tournois un peu plus disparates, où sur une table, vous avez une tasse de thé, un dé à coudre, et l'autre, c'est une salière. Vous n'allez pas jouer de la même manière. Donc faites attention à ça, c'est toujours un peu dommage. Mais on va dire dans un milieu standardisé, l'usage de cette dernière est un peu plus pertinente. Donc ça, c'est le point positif. Les coups en point, de toute façon, toutes ces choses-là peuvent un peu évoluer. C'est vrai que
Voilà, artefacts, sous-factions, trait de co, c'est pas les trucs les plus sexy qu'on a connus, c'est des choses qu'on connaît déjà. On va espérer que la version 2 de Scourge of the Giran propose des nouveautés à toutes les armées, même Sylvanet, tout ça, et que le manuel du général nous amène aussi des nouveautés. En tout cas, voilà, pour moi c'est sympathique. Sylvanet va être joué d'une manière différente, moins de mobilité, donc les joueurs qui étaient venus pour la mobilité malheureusement vont être un peu plus déçus, mais vous avez tellement d'outils pour faire tellement de choses que je trouve cela agréable. Ce n'est pas le cas, ce travail n'a pas été fait sur tous les BT, donc soyez quand même contents d'avoir une modification significative. Vos beaux profils sont jouables, Alariel est jouable, Beltanos est jouable, Durtu est jouable, Lady Ovain est jouable, et toutes vos unités ont une vraie fonction. À part la branche Wish que je trouve useless as fuck, tout le reste est pertinent, donc profitez-en, jouez avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'armée, et moi je vous dis à ciao sur une prochaine vidéo.